Nous vivons une époque de rupture. Un temps où les structures que l'on croyait immuables se fissurent. Où les repères s'effondrent. Où le chaos n'est plus une menace lointaine, mais une réalité palpable. Beaucoup cherchent à l'éviter, d'autres tentent de le nier. Mais certains osent poser une question plus dérangeante encore. Et si ce chaos était une étape nécessaire ? Une phase de décomposition avant toute renaissance. Une traversée imposée, non pour être subie, mais pour être comprise. Face à ce monde instable, une voie existe pourtant. Alchimiste contemporain, politiquement incorrect, précurseur dans son domaine. Patrick Burensteinaz nous invite à regarder le chaos en face. Non pour le craindre, mais pour apprendre à le transmuter. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une émission pas comme les autres sur Âme Dessine, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Nous vivons une époque où tout semble se fissurer. Les repères vacillent, les certitudes s'effondrent et le chaos, intérieur comme extérieur, s'installe partout. Beaucoup cherchent des responsables, d'autres espèrent des solutions rapides. Mais très peu acceptent d'entendre une idée dérangeante. Et si le désordre du monde n'était que le reflet de notre propre état intérieur ? Notre invité aujourd'hui n'élude pas cette question. Il ne promet ni recette miracle, ni discours rassurant. Il propose au contraire une lecture radicale, exigeante, parfois inconfortable, mais profondément transformatrice. Scientifique de formation, alchimiste contemporain, penseur libre, il explore depuis des décennies les liens entre matière, conscience et responsabilité individuelle. Avec lui, il n'est pas question de fuir le chaos, mais de comprendre ce qu'il révèle et ce qu'il exige de chacun de nous. Patrick Burensteinaz, bonjour, merci pour ta présence. Bonjour à vous. Heureux d'être là. Merci, moi aussi, c'est un grand plaisir. Comme je le disais en off, on était parmi les premiers à t'accueillir de mon ancien projet, Meta TV. À l'époque, tu nous avais déjà donné énormément de clés. Je me rappelle de cette analogie, de ce décryptage de la souris verte qu'on avait fait ensemble. Et effectivement, cette rencontre aussi durant le Métatour. Alors, j'étais pas là personnellement, mais je sais que déjà à l'époque, ça avait fait énormément de bruit. Ça me fait plaisir, près d'une décennie plus tard, de te recevoir à nouveau sur mon nouveau média. On va aborder un sujet aujourd'hui qui touche énormément de personnes en cette fin d'année pour attaquer l'année 2026 dans de meilleures conditions. Alors Patrick, beaucoup ont le sentiment que tout part en vrille. De ton point de vue, est-ce que c'est une illusion ou une réalité objective en ce moment ? C'est évidemment une réalité objective. L'illusion, ça serait de ne pas le voir. Vous savez, c'est l'orchestre qui joue pendant que le Titanic coule. Donc on a ces deux attitudes dans le monde. Soit on se voile la face en disant ça ira mieux demain. Soit on se dit il y a peut-être une raison et peut-être que je peux en tirer de bonnes choses. C'est ça aussi la vision de l'alchimiste dans le monde. C'est qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises choses. Il y a seulement une mauvaise interprétation des choses, voire une non-interprétation des choses. Vivons-nous une période de chaos sans précédent ou simplement la fin d'un cycle, selon toi ? Simplement la fin d'un cycle. Je rappelle que ce chaos a déjà eu des précédents, à la fois d'un point de vue politique et d'un point de vue historique, voire préhistorique. Je rappelle que la vie sur Terre a disparu en totalité 5 fois. En totalité, donc c'est pas seulement un problème politique local, c'est qu'il n'y a plus de vie sur Terre, et pourtant elle est repartie. Donc ce qui nous arrive est désagréable parce qu'on est concerné, mais c'est juste un épiphénomène. Alors pourquoi observe-t-on aujourd'hui une montée aussi brutale de la peur, de la violence et des divisions ? Et ça c'est lié, il y a deux choses, il y a une loi naturelle et il y a une loi politique. C'est pas forcément la même chose. Et dans la loi naturelle, il y a des cycles d'évolution, de stagnation et de régression.
nous subissons ces cycles. Nous avons vécu 5000 ans de tranquillité. Je parle à l'échelle de la Terre. C'est pour ça qu'on nous tanne tous avec le réchauffement climatique, avec les épidémies, avec des tas de choses néfastes. Mais il faut savoir que c'est des cycles naturels. Et je vous rappelle que quand il y a une épidémie, pour les microbes, les virus qui sont consommés, c'est la vie. Nous, ça nous est néfaste parce qu'on est considéré comme du gibier un peu par les virus. Mais pour les virus, c'est le paradis. Hein. C'est finalement quel bonheur pour eux. Ils ont trouvé une terre où coule le lait et le miel et c'est la fête totale. Hein. On peut dire que les virus, eux, vivent leur âge d'or. Ça nous plaît pas parce qu'on est concerné. Mais par exemple, quand nous, on déforeste, quand nous, on prend toutes les ressources de la terre, on se comporte comme des virus dans un organisme. Et on trouve ça très bien. On espère qu'une seule chose, c'est que la Terre ne trouve pas un antibiotique pour nous éradiquer. Est-ce qu'on peut parler d'une œuvre noire que l'humanité traverse ? Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que l'œuvre noire, et c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas particulièrement, parce que l'œuvre noire est le premier travail de l'alchimiste. Déjà, le constater, ensuite en faire quelque chose de constructif. Vous savez, un jardinier, quand il plante des fleurs, la première chose qu'il fait, il retourne le terrain. Et quand on retourne le terrain, c'est les choses les plus sombres qu'on met à la lumière. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais je vous apprends que les fleurs poussent sur du fumier, c'est-à-dire sur un corps en décomposition. Eh bien, nous sommes dans ce monde qui se décompose. Alors, non seulement en disant c'est horrible, le monde qu'on connaît est disparu. Certes, mais c'est le syndrome de la chenille et du papillon. C'est-à-dire que quand un papillon arrive, pourquoi le papillon est possible? Parce que la chenille accepte de se décomposer. Le papillon vient pas de rien. Il est composé de morceaux de chenille. Donc, pour que le papillon existe, il faut que la chenille accepte de tomber en morceaux. Par conséquent, il est complètement normal et nécessaire que notre monde parte en morceaux pour pouvoir bâtir un autre. On ne peut pas changer en restant pareil. Nous, on veut changer à condition que ça soit facile, que ça aille vite, que ça fasse pas mal et que ça coûte rien. Il n'y a aucune chance. En gros, on veut changer à condition que tout reste pareil. C'est pas possible. Pour se réarranger, il faut d'abord se déranger. Eh bien, on est dans une période dérangeante. Il faut non seulement l'accepter, mais en tirer le meilleur. Et c'est pas la disparition des ressources, c'est la réorganisation des ressources. Nous, on se lamente en disant, j'aurais pu ça, j'aurais pu ça, j'aurais pu ça. Mais j'aurais autre chose à tirer de ces choses-là. Combien de fois on a des ressources, on s'y accroche, et le jour où on accepte de les lâcher, on arrive dans quelque chose de meilleur. Mais on ne peut le savoir que parce qu'on a lâché le monde précédent. C'est la caverne de Platon. Hein. Si on passait notre vie à se dire on était mieux dans une caverne, finalement c'était plus sécuritaire avec un feu devant la porte, on y serait toujours. Mais on ne peut le savoir que si on accepte de sortir de la caverne. Donc nous, on peut savoir qu'un monde meilleur nous attend que si on accepte de sortir de celui-là. Sinon, au mieux, ça restera le même. Au pire, on va perdre celui-là. Mais je veux dire, si on ne sort pas, on n'a aucune chance d'avoir un monde meilleur. Oui, c'est la question que j'allais te poser. Que se passe-t-il quand une société refuse de se transformer intérieurement ? Elle disparaît. C'est pas aussi simple que ça. Elle va servir de ressource pour autre chose. Vous savez, c'est comme la vie dans l'univers. On dit, à tel endroit, il ne peut pas y avoir de vie. De vie comme nous on l'entend. Mais rien ne prouve que dans des systèmes où la vie nous semblerait impossible, qu'elle n'existe pas. Donc le milieu dépend aussi de l'expérimentateur. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend évidemment en alchimie. C'est que l'expérience dépend de l'expérimentateur et l'expérimentateur dépend de l'expérience. Donc, nous espérons un monde fantasmé, mais on n'a pas la moindre idée de ce qui est bon pour nous. Ça se trouve, dans quelques siècles, on parlera de ce monde-là comme un monde extraordinaire. Je vois comme référence les anciens qui parlent du bon vieux temps. Mais quand on s'aperçoit, c'était quoi leur bon vieux temps ? C'était pendant la guerre, c'était quand on faisait 10 km à pied pour aller à l'école, c'est quand il y avait une épidémie, tout le monde mourait parce qu'il n'y avait rien contre. C'était ça le bon vieux temps ? Oui, certains parlent d'une vision rétrograde, mais est-ce qu'on n'a pas aussi des récits faussés par rapport à l'histoire ?
Peut-être qu'on buvait l'eau des pots de fleurs et qu'on était dans une précarité totale et absolue, mais parfois quand on me parle du Moyen-Âge, j'ai l'impression que c'est une vision très académique, très scolaire, loin de ce qui se passait réellement, peut-être pour promouvoir la société capitalistique actuelle, le consumérisme et le paradigme de ce monde qui va trop vite aujourd'hui. Alors, c'est sans aucun doute le cas. Est-ce que c'est fait pour promouvoir notre monde? Je ne le pense pas. Je ne pense pas que les gens qui nous gouvernent, entre guillemets, soient suffisamment intelligents et suffisamment manipulateurs. Ces manipulateurs, ils le sont. Mais est-ce qu'ils vont chercher des ressources dans l'histoire pour valoriser notre monde? Je pense qu'ils n'ont pas besoin. Il suffit de nous faire peur. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que tous les messages qu'on entend aujourd'hui, quel que soit le sujet, sont des messages de peur. Pourquoi? Parce que quand vous avez peur, vous obéissez. Et vous ne réfléchissez pas pour vous-même. On a réussi à créer une humanité à 2 vitesses, les compétents et les obéissants. Le moteur de l'obéissance, c'est la peur, alors que le moteur de la compétence, c'est la transmission. Je prends pour exemple, on devait tous mourir de la canicule, je vous l'ai remarqué. Mais quand on prend la carte météo d'il y a 20 ans, c'était exactement les mêmes températures. Sauf que la carte, elle n'était pas peinte en rouge et on n'appelait pas ça la canicule, on appelait ça l'été. Et on trouvait ça tout à fait normal. Oui. Donc, ça ne veut pas dire que la période... Vous savez, Napoléon disait l'histoire, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on raconte. Et il avait absolument raison. Alors, qu'on ait une vision complètement empirique, rétrograde du Moyen-Âge, il faut penser qu'il y avait des gens parfaitement heureux et que malgré les choses terribles qu'ils ont vécues, il y en a qui étaient heureux et qui s'en sont parfaitement sortis. Donc, l'humanité a une chance qui est l'adaptation au milieu. Et on est capable de s'adapter à des tas de choses. Et si on meurt aujourd'hui dans notre monde, c'est parce qu'on menace notre adaptabilité. Comme vous dites, ça va trop vite. En allant trop vite, on n'a pas le temps de s'adapter. Et puis après, on va avoir des courants qui nous disent, pour des raisons idéologiques, faut pas manger de viande, faut pas s'habiller comme ça, faut pas respirer ça. Oui, mais si c'est une adaptation au milieu et qu'on va à l'encontre de l'adaptation au milieu, c'est pareil. Le milieu, il va pas changer. Donc, sinon, on s'adapte pas. Encore une fois, on disparaîtra. Alors justement, l'effondrement que beaucoup redoutent est d'abord intérieur avant d'être matériel. Oui, mais pour moi, c'est un faux problème parce que l'intérieur et l'extérieur, c'est la même chose. Le regard que vous portez sur le monde, c'est la vérité. C'est comme ça qu'on se peut avoir. D'ailleurs, on nous raconte des histoires sur ce monde. Et on finit par le croire. Et on finit par voir le monde qu'on nous raconte au lieu de voir le monde tel qu'il est. C'est pour ça qu'il est important de se faire une idée soi-même et de se faire soi-même sa propre expérience. Que vous ne pouvez pas faire quand vous avez peur. Parce que justement, la peur va faire que vous n'utilisez pas vos compétences. Donc, vous allez écouter ce qu'on vous dit, même si c'est faux. Et c'est pourquoi on est devenu la civilisation de la réponse satisfaisante, même si elle est fausse. On nous donne des réponses, mais elles sont fausses. Donc ça n'a pas d'importance. L'humanité, mais la vie en général, a 4 stress majeurs. Ce que je vous dis, c'est un alchimiste qui parle. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Donc il y a 4 stress majeurs qui sont corrélés aux 4 éléments. Et il suffit de mettre des gens dans un de ces stress pour lui faire ce qu'on veut. Parce que pour en sortir, il va accepter toute réponse, même si elles sont fausses. Donc le premier, avec l'air, c'est ne pas pouvoir fuir. Vous êtes dans une situation que vous ne pouvez pas échapper. Le deuxième stress par le feu, c'est ne pas pouvoir combattre. Non seulement vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous en échapper, mais vous ne pouvez rien y faire. Le troisième stress, lié à l'eau, vous ne pouvez pas vous nourrir. Et là, on commence à nous foutre la trouille avec ça. Vous avez remarqué le nombre de produits qui sont retirés du marché. On n'a jamais eu tant de produits retirés du marché, tant de menaces sur la nourriture. Oui. C'est comme si toutes les bactéries, toutes les trilons diverses multiples attendaient juste cette époque-là pour se manifester. On n'arrête pas de dire attention, la nourriture est dangereuse. D'ailleurs, quand vous allez au restaurant aujourd'hui, c'est pas la carte que vous regardez, c'est une ordonnance. Ça, c'est bon pour les pieds, ça, c'est bon pour le foie, mais est-ce que c'est bon pour vous? Ça passe dans le second plan. Et le dernier stress lié à la terre, c'est ne pas pouvoir se reproduire. Donc, si vous êtes soumis à un de ces 4 stress ou plusieurs, eh bien, vous acceptez tout. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je ne vais pas revenir sur le Covid, même si je vais en parler un peu, le Covid de sens. Vous ne pouvez pas fuir, donc le premier stress, d'ailleurs, et vous ne pouvez rien y faire.
Donc, le deuxième stress, c'est le feu. Et par conséquent, vous ne pouvez qu'obéir, parce que vous n'avez pas de sortie. Vous savez, quand vous voulez vous monter dans le premier bateau qui passe, hein, même si ce bateau, vous ne savez pas où il va, vous ne savez pas qui est à bord, vous acceptez tout. Et une fois que vous êtes dans le bateau, si on vous dit tu ne fais pas ce qu'on t'a dit de faire, on te jette par-dessus bord. Et c'est ça qu'on nous fait aujourd'hui. Hein. Mais l'idée, c'est la transmission et la compétence. Car si vous êtes capable d'appréhender le monde avec compétence, vous n'avez plus de peur. Mais vous devenez dangereux pour ceux qui sont des marchands de peur. On y est, on va tous mourir parce qu'il ne va plus y avoir d'électricité. Et dans la même phrase, on vous dit achetez des voitures électriques. Bon, il y a un petit problème. Après, on vous dit on va tous mourir de canicule parce que vous allez avoir trop chaud. Mais s'il y a de la canicule, il y a du soleil. S'il y a du soleil, on va faire du soleil. Donc, si on peut faire du soleil, il y aura de l'énergie. Donc, plus il y a de canicule, plus il y a d'énergie. Donc, on ne devrait pas avoir peur de manquer d'énergie à cause de la canicule. Mais on va avoir trop chaud, on utilisera des climatiseurs. Et ces climatiseurs, ils seront alimentés par le soleil qui nous chauffe. Donc, plus ça chauffe, plus on sera au frais. Donc, on n'a qu'une raison d'avoir peur de la canicule. Sauf si on devient un crétin obéissant et qu'on vous donne qu'une partie des données. Souvenez-vous du trou de la couche d'ozone. On allait tous mourir parce qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone. Et en plus, c'était de notre faute. C'est parce qu'on se mettait des déodorants sous les bras qu'on faisait des trous dans la couche d'ozone. Aujourd'hui, sans rire, les mêmes nous disent c'est parce que les vaches pètent. C'est le paix des Donc, vaches. ça fait du méthane. Oui, alors, vous vous rendez compte, la puissance des vaches, quand même, qui font des cataclysmes cosmiques. Oui. Entre parenthèses, il est où le trou de l'ozone aujourd'hui? Qui me parle? Ils s'en foutent complètement. Hein. Est-ce qu'il a disparu? Est-ce qu'il s'est résorbé? Est-ce que ça n'a aucune importance? Est-ce que finalement c'est quelque chose de naturel qu'on est pour rien et qui se referme naturellement? Donc entre le discours des politiques et la réalité, c'est pas la même chose. Hein. Talleyrand disait déjà à l'époque, les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui les croient. Oui. Donc on est dans un système de croyance, pas plus. Ça veut pas dire que c'est vrai. Oui, et puis la pièce de théâtre est tellement mal montée, il suffit d'ouvrir les yeux tout simplement. Effectivement, la colorimétrie des cartes de météo était totalement différente il y a 10 ans de ça. On a le JT de TF1, j'avais déjà donné cet exemple, mais qui commence avec un générique sur les dents de la mer, avec un DPM qui est accéléré. Donc on instaure la peur à tous les niveaux. Mais c'est fait pour. Ben oui, totalement. Alors, le chaos actuel, est-ce que c'est une punition? Est-ce que c'est un avertissement? Ou est-ce que c'est une opportunité finalement? Qui accepterait de nous punir et pourquoi? Je veux dire, des gens, on commence, on arrive dans ce monde où on nous dit qu'il faut se racheter. Mais qui m'a vendu? Donc pourquoi j'arriverai ici en me rachetant déjà? On fait tous ce qu'on peut. C'est déjà pas si mal que ça. Bon, le seul problème, c'est qu'on a accepté qu'une bande de crétins disent pour qu'il y en ait peu, qu'il y ait beaucoup, il faut qu'il y en ait beaucoup, qu'il y ait peu. Donc à partir de ce moment-là, le peuple ne se rend pas compte de son pouvoir. Vous avez un dictateur qui vous dit « Bon, ben, il faut tous partir en guerre ». Si vous dites non, il fait quoi? Mais il trépigne, hein. Mais il ne fera rien. Donc les gens ont le pouvoir qu'on leur donne. Dire que le monde est le reflet de notre état intérieur choque beaucoup de personnes, Patrick. Pourquoi? Mais déjà parce que c'est extrêmement complexe. Vous savez, un alchimiste cherche des choses simples. Le croyant dira « Dieu est très mauvais en mathématiques, il sait compter jusqu'à 1 ». Donc, dès l'instant que ça fractionne, c'est le diable. Fractionner le monde. Et notre monde aujourd'hui est extrêmement fractionné. Les croyances sont extrêmement fractionnées. C'est pour ça que ça permet de faire de véritables guerres de religion. Je reviens à l'histoire du Covid. Vous avez déjà essayé d'expliquer à quelqu'un pourquoi, par exemple, il ne fallait pas se vacciner ou pourquoi il fallait se vacciner? En aucun cas, c'était la logique qui parlait. C'était une guerre de religion. C'était l'affaire Dreyfus. Hein. Oui. Même dans les familles, hein, il n'y avait aucune rationalité, rien de raisonnable, même d'un point de vue métaphysique. C'était purement émotionnel. Il n'y avait aucune raison de faire les choses. Quand on vous dit s'il se passe quelque chose, c'est de ta faute. Vous savez, ça a marché, ça, puisque 2000 ans de culpabilité, il n'y a pas de raison qu'on arrête maintenant. Hein. Mais est-ce vraiment nécessaire? Si vous considérez qu'on est là pour être puni, c'est qu'on y a pour quelque chose et qu'on devrait suivre une voie. Mais c'est laquelle la voie qu'on devait suivre? C'est laquelle la voie qu'on a transgressée? Ah ben, on a été très méchants avec la nature. Hein. On a pollué beaucoup. Hein. On a tué des espèces. On mange d'autres animaux. C'est horrible.
Mais les carnivores dans le monde, est-ce qu'ils ont posé cette question? Quand un lion court avec une gazelle, après une gazelle, il se pose la question, c'est pas bien de manger de la viande. La nature a aussi des nécessités qui sont en dehors de notre idéologie. Et c'est toujours très facile de dire, s'il se passe des catastrophes, c'est de votre faute. Hein. Donc finalement, le fait d'être déstructuré à l'intérieur fait que vous déstructurez le monde. Puis si c'était le contraire, si tout le monde avait un toit, avec quoi manger, et était capable d'échanger avec ses voisins, il n'y aurait pas ces problèmes. Car ce monde, finalement, est-ce qu'on manque de ressources? Non. Il y a largement de quoi nourrir toute la Terre, sauf que ces ressources sont mal réparties. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a la moitié de l'humanité qui meurt parce qu'elle mange trop, pendant que l'autre moitié de l'humanité meurt parce qu'elle ne mange pas assez. Je vous rappelle que nous, nos principales préoccupations, c'est comment on va perdre du poids, comment on va faire le régime si on est dans l'indécence complète. Et c'est valable pour tout le monde. Je pense par exemple les végétariens, j'ai rien contre, chacun fait ce qu'il veut, mais quand les végétariens mangent des steaks végétaux ou des lardons végétaux, ça me fait hurler de rire. Ils sont végétariens ou ils ne sont pas végétariens? S'ils sont végétariens, pourquoi envie de manger quelque chose qui ressemble à de l'animal? Mais on ne le fait pas pour une raison idéologique. Ça, pour moi, c'est un comportement complètement sectaire. C'est peut-être une manière de se sevrer, de chanter son cerveau en lui faisant croire qu'on est normal. Et... On va faire des patchs de jambon. On va se les coller, vous savez. Comme ça, quand je mangerai une carotte, j'aurai l'impression d'avoir quelque part l'odeur du jambon aussi. Non, j'arrive pas à y croire, ça. C'est là la non-connaissance de notre univers. On la connaît pas, cette nature. On nous dit sans arrêt, ce qu'on fait, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on fait qui n'est pas bien? On se nourrit, en quoi c'est pas bien? On a une vision fantasmée de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Manger une carotte, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de suffisamment éloigné de mon règne pour pas qu'il y ait de sympathie. Mais quand je mange une carotte, elle est vivante, mais elle crie pas. C'est pas grave. Alors que quand je mange un lapin, ça, c'est pas bien, parce qu'il est bien plus proche de mon règne. Donc, c'est extrêmement relatif. Donc, tout ça, c'est pas une vraie vision. C'est une vision fantasmée. Mais que des gens comme les écolos ont pareil, aussi. Vous savez, la vision écologique du monde, je trouve ça aussi que c'est des crétins. Ce que je dis, n'engage que moi, on va dire, ça y est, il n'est pas écolo et tout, il bouffe de la viande. Vous savez, les écolos qui veulent transformer les villes en mettant de la nature partout à l'intérieur des villes. Bon, c'est une bonne chose. Mais elle existe, cette nature. On appelle ça la campagne. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans cette campagne? Si on n'a pas quitté des villes pendant des siècles, c'est qu'on a eu des raisons de le faire comme lui. Alors maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre nos villes plus agréables, plus humaines, plus jolies? Sans aucun doute. Mais c'est une fonction nécessaire. Et quand on mange quelque chose, on vous dit c'est bon. Ça veut dire quoi, c'est bon? C'est bien goût, c'est bon pour la ressource, c'est bon pour la nature. Ça veut juste rien dire. Surtout que le côté bon, ça va dépendre. C'est mauvais au goût, mais c'est bon pour la nature. Donc, je vais manger des trucs que je déteste juste pour sauver la nature. Est-ce vraiment nécessaire? Tu vas littéralement à contre-courant de tout, toutes les tendances actuelles, moralistes. Absolument. Elles nous mènent où, ces tendances? Elles nous mènent où, ces tendances moralistes? Oui. C'est pas bien, il faut faire la guerre contre les gens parce qu'ils pensent pas comme nous, parce qu'ils n'ont pas la même morale que nous, parce qu'ils sont très méchants. Et on ne va pas nous dire qu'ils sont très méchants. Est-ce qu'ils sont vraiment méchants ou pas? Non, on va nous expliquer pourquoi ils sont très méchants et pourquoi c'est nos ennemis. Vous savez, il fut un temps où moi, je sors dans la rue, je mets un coup de fusil à quelqu'un, je suis en prison, c'est mal. Mais sans le temps de guerre, c'est bien, j'ai une médaille. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est moral? Moi, je suis un bel chimiste. Les alchimistes sont les philosophes de la nature. C'est-à-dire que la nature, on la connaît. On passe notre vie avec, on échange avec cette nature. Et aucun alchimiste ne gâchera les ressources. Quand on prend quelque chose de la nature, et même si on l'utilise, on vend plus et on sait quoi vendre. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Vous avez remarqué que la nature consomme aussi. Les arbres, les animaux, ils n'arrêtent pas de consommer. Hein. Ils consomment, ils font des déchets. Pourquoi ils ne croulent pas sous les déchets? Pourquoi ça fonctionne chez eux? Pourquoi nous, ça ne fonctionne pas? Pourquoi nous, on croule sous les déchets et pas eux? Ah oui, mais nous, vous savez, l'homme est très, très méchant. Il a inventé l'agriculture, il a inventé les armes bactériologiques. Et la nature, en réalité, ne le fait pas. Vous savez, quand vous avez des sapins qui font des pluies acides pour qu'il n'y ait rien qui pousse autour, croyez que c'est vachement humaniste, ça?
Et puis quand vous avez des champignons qui poussent et qui font des antibiotiques autour pour qu'il n'y ait rien qui pousse, et quand vous avez du lierre qui étouffe un arbre pour aller boire le soleil, ben, vous voyez, encore une fois, c'est une question de morale, c'est une question de point de vue. Mais c'est pas la vérité, c'est une vérité fantasmée. C'est des discours populistes. C'est aussi crétin de dire, je sais pas, il y a 2 millions de chômeurs en France, il y a 2 millions d'immigrés, virons les immigrés, il n'y aura plus de chômage. Mais c'est la même chose de dire, il faut que des animaux, donc la terre meurt, on va arrêter d'en manger et elle va aller très bien. Justement, on va parler d'alchimie. Quand on parle d'alchimie, beaucoup imaginent quelque chose de mystique ou d'ésotérique. Comment, toi, tu la définirais concrètement ? C'est tout ce que je viens de dire. La connaissance de l'univers qui nous entoure. C'est comment moi, comment je suis moi. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui fait que je mange des choses qui sont agréables? Et pourquoi il est agréable de s'entourer de beauté? Première chose, connais-toi toi-même. Deuxième chose, connais l'univers. Mais comme l'univers, et c'est pas parce que l'univers va bien que tu vas aller bien ou inversement. C'est une vraie commune union. Et c'est pas parce qu'on nous le dit. Quelque chose d'essentiel à l'alchimie, c'est l'expérience. On ne prend jamais quelque chose pour un argent comptant. On l'expérimente. Et c'est pour ça qu'on sait de quoi on parle. Parlons des écologistes, parce que pour moi, c'est un peu d'exemple. Même si ça va tous les écologistes sur d'autres. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Oui. Bien souvent, des écologistes sont pas nés écologistes. C'est un peu comme les cathares. C'est-à-dire qu'un jour, ils se sont réveillés un matin, puis ils ont eu la grâce divine, puis pouf, ils sont devenus écologistes. Ou alors, c'est des opportunistes qui faisaient quelque chose, qui n'ont pas réussi dans ce qu'ils faisaient, puis qui sont devenus écologistes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent quelque chose à l'écologie. Ça ne veut pas dire qu'ils connaissent quelque chose à la nature. C'est profond, la nature. C'est pas connaître 3 arbres. L'alchimiste aussi a une vision globale de l'univers. Et même aussi d'une société hyper spécialisée. Donc, prends un exemple de quelque chose d'hyper spécialisé, on imagine que c'est le tout. Non, c'est pas vrai. On ne peut comprendre l'univers que dans sa totalité. Et c'est pourquoi l'alchimiste s'intéresse à l'univers. Et il s'intéressera en ayant une vision la plus vaste et la plus optimiste de cet univers, mais la plus réaliste aussi. À un moment, si pour bâtir quelque chose, il est obligé de mettre quelque chose d'autre en morceaux. Si pour construire quelque chose, il a besoin de prendre des ressources ailleurs et ces ressources, il a besoin de décomposer, il n'hésitera pas une seconde. Mais manger quelque chose, vous faites ça tous les jours. Est-ce que manger quelque chose, c'est le détruire? Non, c'est l'intégrer à sa colonie. Moi, mon corps, ici, j'ai un bout de carotte, ici, j'ai un morceau de viande, ici, j'ai quelque chose. Tout ce que j'ai mangé a été décomposé et ces ressources sont maintenant redistribuées à mon corps. Donc, je n'ai rien détruit. Je ne fais que les répartir autrement. Justement, là, on parle un petit peu d'une approche rationnelle et scientifique. Est-ce qu'on peut pratiquer l'alchimie sans croyance spirituelle particulière? Qui a dit ça? On peut pratiquer l'alchimie sans croyance religieuse particulière, sans aucun doute. Mais par contre, sans croyance spirituelle, absolument pas. Parce que quand j'ai dit la forêt est un être, mais qui n'est pas composé que d'arbres, mais qui est composé de plantes, qui est composé d'animaux, qui est composé d'une myriade d'êtres vivants qui sont chapeautés par un seul esprit. Là, ça y est, c'est une vision métaphysique. Ça voudrait dire qu'un seul esprit est capable de rendre cohérent une foule d'autres esprits, mais c'est ce que nous faisons tous les jours. Je vous rappelle que votre corps, vous qui êtes dans votre corps, vous n'êtes que le gérant temporaire d'une copropriété, 40 milliards de cellules dans chacun de nos corps, plus de cellules que d'habitants sur la Terre, sans compter les végétaux, les minéraux. Chacun est dans son existence et son dessein propre. Et pourtant, quand on se réveille le matin, on a quasiment la même tête que quand on s'est couché le soir. Ce qui veut dire que vous avez réussi à mettre d'accord un univers. Je ne sais pas si vous avez déjà réussi à faire une réunion la semaine prochaine avec 10 personnes. C'est pas facile, hein? Eh bien, nous, on met d'accord 40 milliards de cellules à chaque seconde. Est-ce qu'on les met d'une manière scientifique et rationnelle? Non. Parce que justement, on ne peut comprendre l'alchimie que dans sa totalité. C'est-à-dire la partie métaphysique et physique. Et les deux sont nécessaires. À tel point, c'est qu'on travaille dans un laboratoire. D'abord,
mais moitié oratoire. Donc, il y a toute une partie qui est invisible pour le profane. On la comprend pas. Et cette partie est essentielle. Elle est nécessaire. C'est la fameuse valeur ajoutée. Vous mangez un fruit dans un arbre, il est meilleur que le même embarqué. Pourquoi? Vous buvez un verre de vin, il est bon, mais vous connaissez le viticulteur, il est meilleur. Pourquoi? Vous partagez un repas avec des amis, c'est meilleur que tout seul. Pourquoi? La beauté. Qu'est-ce que la beauté? Pourquoi la beauté nous fait du bien? Je ne parle pas de l'esthétisme. Pourquoi de la belle musique est agréable? Pourquoi les anciens ont fabriqué un temple à la beauté en disant le travail, ça suffit pas, la spiritualité, ça suffit pas avec les temples comme les églises. On va inventer un temple qui contient de la beauté. Et vous irez vous promener. C'était le palais des muses. C'était le musée. On a trouvé nécessaire de faire des musées qui sont pas des choses de conservation de vieux trucs, mais qui sont des temples pour permettre à chacun qui ne peut pas posséder des œuvres d'art d'aller les voir. Ce qui veut dire qu'il y a aussi cette nécessité de la beauté. Car vous remarquez que dans les civilisations comme la nôtre, à ce moment-là, on a un effondrement simultané du monde et de la culture. C'est à la fois la culture au sens des plantations, au sens de la nourriture, mais de la culture au sens de la peinture, de la musique, des arts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'on n'en parle pas. On n'en parle non seulement pas, mais quand les budgets aujourd'hui ont fait des coupes, les plus franches, ça va être quoi? Ça va être dans tout ce qui est culturel. Parce qu'en gros, ça sert à rien. Ça, c'est les gens qui ne voient qu'une des deux parties de l'univers. Est-ce que c'est une voie réservée à quelques initiés ou accessible à tous? Elle est accessible à tous, mais réservée à ceux qui travaillent. Comme on l'a dit en préambule, nous, on veut que le monde change comme on veut suivre une voie. C'est-à-dire que ça aille vite, que ça soit facile, que ça coûte rien, qu'on change en restant pareil. Mais vous savez, il y a deux manières de vivre sa vie. Soit on sort de la prison, soit on améliore son incarcération. Et c'est beaucoup plus simple d'améliorer son incarcération. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne sort pas de notre ligne, on décolle des plumes. On sort le canapé, on met un pot de tapis, on repeint les murs. Mais cet environnement, on l'a changé à l'intérieur de notre prison. Mais quand on dit aux gens, bon, bah, levez-vous, on va sortir de la prison, bah, non, c'est parce qu'il y a des guerres. Et le pire, c'est que la clé de la cellule, on l'a dans la main, mais libre à nous de dire, ah ben non, je vais pas. Hein. Et puis, s'il y en a un qui sort avant moi, ben alors je vais y aller, mais sinon, je ne vais pas y aller. Et surtout, si j'en ai qui sont satisfaits que je sois dans la prison, qui vont dire, ne sortez pas, dehors, c'est dangereux, la terre est plate, les barbares sont à vos portes, vous allez tous mourir. Et ben, la terre est devenue plate aujourd'hui. Le discours que je viens d'avoir, c'est celui que vous entendez tous les jours. La terre est devenue plate, les barbares sont à vos portes, vous allez tous mourir. Donc, restez chez vous. Quelquefois, même physiquement. Donc, soignez des explorateurs. En quoi l'alchimie se distingue-t-elle radicalement du développement personnel moderne, selon toi? Déjà, le développement personnel moderne, c'est drôle. Car il n'y a pas un développement personnel qui ne s'appuie pas sur une doctrine antique. Même si on y colle des plumes, encore une fois. C'est-à-dire qu'on ne va plus appeler ça de la même manière. On va mettre quelques instruments électroniques, 2-3 instruments de mesure. On va faire de la peinture sur soi, un bol chantant, des trucs comme ça. Mais finalement, c'est encore du cirque. On est encore dans les apparences. Ça, c'est typique de je sors pas de ma prison, mais je change de décor. C'est-à-dire, au lieu d'être enfermé dans une vie qui ne me convient pas, je vais trouver de bonnes raisons d'être enfermé. Je ne vais pas trouver de bonnes raisons de sortir, hein, mais je vais trouver de bonnes raisons d'être enfermé. On dit toujours en alchimie, vous savez, quand l'initié cherche du travail, le profane cherche des excuses. On a toujours des raisons de rien foutre. Et de dire ce qu'on de ma faute, c'est les autres. Vous savez, ce qu'on appelle une force d'opposition. Je voulais faire quelque chose, mais je sors de chez moi. Et puis, ben, l'ascenseur, il était en panne. Ça veut dire que je dois rester chez moi. Ben, j'arrive pas à y croire. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui cherchent quelque chose, mais est-ce qu'ils le cherchent bien? Ça, c'est autre chose. Est-ce que ça rend heureuse? Je vois tellement de gens qui font du développement personnel, qui font du travail sur soi, qui vont pas mieux, qui jugent les autres, qui sont dans la colère, dans la vengeance, dans le pouvoir, dans le déni. Est-ce qu'ils vont bien? Pourquoi une voie initiatique devrait forcément faire mal, être chiante et élitiste?
À chaque fois que je dis à des gens, on va travailler, on va faire quelque chose, tout le monde fait la gueule. Je dis, mais arrêtez, on peut transmettre avec bonheur, ça doit vous rendre heureux, ça doit vous rendre joyeux. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de travail, j'ai pas dit que ça serait facile, mais je dis que ça va vous rendre heureux. Un exemple, vous avez un enfant qui est à l'école, et cet enfant, il s'emmerde à l'école. Il travaille mal, il emmerde ses copains, il emmerde les profs. On prend le même enfant, on le met en apprentissage. Et là, ça devient le meilleur des apprentis. Alors que le travail peut être plus difficile, il va venir même le week-end. Alors qu'à l'école, il refusait d'y aller. C'est quoi la différence? Pourquoi dans un cas, c'est de l'apprentissage et dans l'autre, c'est de la transmission? Et il y a un corps qui les rassemble tous. Ça, c'est pour moi le secret de l'alchimie. Il y a quelque chose dans l'univers qui existe vraiment, qu'on appelle le dissolvant universel. C'est à la source de chaque chose. Je n'ai pas le temps ici de vous expliquer pourquoi, mais ce spiritus, quand il y en a dans le monde, les choses sont faciles. Quand il n'y en a pas, on est englué, on est dans la colle. C'est ça la fameuse valeur ajoutée dont je parlais tout à l'heure. Les alchimistes appellent ça le spiritus. C'est pas une croyance, c'est pas une religion. C'est une non-substance, c'est le lubrifiant de l'univers. Vous avez remarqué qu'il y a des jours où tout va bien, mais incroyablement bien. A contrario, il y a des jours où tout va mal, mais d'une manière irrationnelle. Genre, vous laissez tomber quelque chose, c'est à 3 mm de l'endroit où vous pouvez l'attraper. On se dit, mais il y a une intelligence du chaos, c'est pas possible. Toutes les choses se mettent en travers, quelqu'un m'en veut. Et d'autres fois, tout va bien. On dit quelle chance, c'est la mienne, je suis béni des dieux. C'est quoi la différence entre les deux? Pour l'alchimiste, c'est le spiritus. C'est-à-dire, cette non-matière qui est la source de toutes choses. Et quand on retrouve ce spiritus et qu'on le répand dans le monde va mieux. Ça, c'est la quête de l'alchimiste. Ça sert à quoi l'alchimie? Ça sert à capter ce spiritus et le répandre dans le monde. Voilà. Ça ne sert qu'à ça. On allège le monde. On le facilite. Ça demande un peu de rigueur quand même. Mais qui a dit que ça ne demandait pas de rigueur? Bien sûr que ça demande du travail. Le confort dans la société actuelle est très prisé. Et effectivement, on parle de responsabilisation, encore une fois. Tu nous parlais de culpabilisation par rapport aux médias dominants. Là, on est dans la responsabilisation intérieure. Tu parles aussi de pédagogie, quelque part, pour apprécier ce travail. Peut-être parler d'une œuvre alchimique davantage que de travail alchimique aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ce n'est pas une technique, l'alchimie. Ça s'appelle le grand œuvre. Pas la grande méthode, ni la grande technique. Et quelle différence il y a entre une technique et une œuvre? Une spiritus. Un exemple. Vous achetez, je ne fais pas de pub, mais je dois en parler quand même. J'effacerai le nom peut-être au montage. Vous achetez un meuble chez Ikea. Personne n'est fier d'avoir un meuble Ikea. Tout le monde dit c'est en attendant. Et dès qu'on peut, on s'en débarrasse. En aucun cas, vous allez transmettre un meuble Ikea. Puis quand vous passez à côté, vous le regardez en gros avec mépris. Vous achetez un meuble maintenant chez un ébéniste. Le type, il fait ça avec amour. Il a choisi le bois. Il va travailler pendant 1 an. Alors que le truc Ikea, vous êtes allé avec votre voiture, vous l'avez récupéré tout de suite. Quand vous allez recevoir ce meuble que vous attendez, ça va être une fête. À chaque fois que vous allez passer devant ce meuble, quand il va être chez vous, vous serez fier. Vous allez le caresser. Vous allez trouver qu'il sent bon. Quand des amis vont venir chez vous, vous allez présenter le meuble. À contrario, c'est rare qu'on présente son meuble Ikea. Et puis, un jour, ce meuble, même si vous en avez marre, vous allez le transmettre, vous n'allez pas le mettre à la poubelle. Ce ne sera pas un déchet. C'est quoi la différence entre les deux? C'est le spiritus. Et qu'est-ce qui permet le spiritus? Voilà, enfin, le grand mot est lâché, c'est la transmutation. C'est-à-dire, il y a une différence fondamentale entre la transformation et la transmutation. C'est bien pour ça que l'alchimie ne transforme pas. Il transmute. Un exemple, c'est quoi la différence entre les deux? La transformation, c'est prendre une forme et lui donner une autre forme sans changer sa nature. Par exemple, je prends un cube en plomb, c'est un cube, je tape dessus pour en faire une sphère. J'ai une sphère maintenant, mais c'est toujours du plomb. Je n'ai pas changé sa nature. La transmutation, c'est quoi? Je prends un cube de plomb et j'en fais un cube d'or. C'est toujours un cube, mais sa nature est différente. La transformation change la forme sans changer la nature, alors que la transmutation change la nature sans changer la forme.
Au point de vue du spiritus, transformer fait perdre du spiritus. Transmuter augmente le spiritus. Un exemple, l'agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on a fait avec la nature? On a sélectionné des espèces qui nous plaisaient. On a éradiqué les autres et on les a poussées pour qu'elles produisent. Alors elles produisent comme des folles, mais est-ce que les fruits sont bons pour la santé ou même au goût? Non. On dit, ça n'a plus de goût. Hein. Par rapport aux mêmes fruits que vous cultivez dans votre jardin, ça n'aura pas le même goût et ça n'aura même pas la même valeur nutritive. Donc il y a bien quelque chose de plus. Non seulement quand vous avez fait de la surproduction, les fruits ne sont pas bons, mais vous allez épuiser la terre. Et les insectes qui mangeaient toutes les espèces, il n'y a plus que la vôtre maintenant. Que croyez-vous qu'ils vont faire? Ils vont s'attaquer à cette espèce-là. Donc on va être obligé de mettre des pesticides. Et comme on a épuisé la terre, on va être obligé de mettre des engrais. Est-ce que la nature fait ça? Est-ce qu'elle a besoin de pesticides et d'engrais? Non, parce que les espèces vivent en synergie, en coopération. Cette coopération permet la transmutation. Et la nature vit par transmutation alors que nous vivons par transformation. Et plus on transforme un corps, plus ça coûte cher en énergie. Et moins il a de spiritus. Donc au bout d'un moment, ça me coûte tellement cher de transformer ce corps encore une fois que je ne peux plus le transformer. C'est ça qu'on appelle un déchet. Et c'est pour ça qu'on croule sous les déchets. Parce qu'on ne sait pas transmuter, mais on ne fait que transformer. La transmutation aura toujours un bilan positif, alors que la transformation aura un bilan négatif. Donc pour sauver notre monde, apprenons à transmuter. Alors en agroalimentaire, comment on ferait? Au lieu de cultiver une seule espèce, on cultiverait plusieurs espèces pour qu'elles vivent en synergie, qu'elles se nourrissent elles-mêmes. Et on le ferait avec de bonnes raisons, pas pour se favoriser nous, pour qu'elles produisent beaucoup, mais pour que l'espèce soit heureuse. Car si l'espèce est heureuse, elle va être généreuse et les fruits qu'elle va produire vont être bons pour la santé. Donc la première question qu'on doit se poser quand on cultive quelque chose, est-ce que c'est bon pour l'espèce? Est-ce qu'elle est heureuse? Un exemple, faites votre carré de jardin, vous faites vos propres espèces, faites-le avec amour. Vous allez voir quand vous allez faire ça, vous en aurez trop. À tous les coups, vous allez cultiver et vous aurez trop de fruits, trop de légumes. Qu'est-ce que vous allez faire à 100%? Est-ce que vous allez vendre votre surproduction? Non. Vous allez la donner. Vous allez donner à vos voisins, par exemple. Vos voisins, ils vont être heureux. Ils vont dire, le voisin, il est sympa. Hein. Il m'a donné des bons légumes. Il va les manger avec bonheur. Il va les partager avec ses enfants. Ça y est, on vient de partager du spiritus. Vous voyez, c'est la même chose. On cultive, mais pas de la même manière. Et ça, c'est valable pour tout. Quand je parlais de l'éducation tout à l'heure, à l'école, on transforme. Les mômes, on leur fait des formations. Et c'est des machines à laver puisqu'ils suivent un programme. On leur demande pas leur avis. Il faut qu'ils fassent tous la même chose. Il faut que ça soit des cubes qui tiennent dans un cube. Donc, ça les emmerde. Et c'est pour ça qu'ils regardent dehors et qu'ils cassent les écoles. Et quand on transforme, quand on transmet par transformation, on engendre que le mépris. Alors que si on transmet par transmutation, on engendre le respect. Et autant un môme va mépriser son prof, autant le même môme va respecter son maître d'apprentissage. Un va transmettre du spiritus, l'autre va transmettre de la forme. Il faut que les mômes soient bien conformes. Et quelque chose de fondamental, c'est que la transmutation fonctionne par coopération, alors que la transformation fonctionne par compétition. Et on est les seules espèces qui n'ont pas compris ça. Hein. La nature fonctionne forcément par coopération, sinon elle aurait disparu depuis longtemps. Les organismes qui ont parfaitement compris ça, c'est les champignons, qui sont les organismes les plus anciens et les plus pérennes. Pourquoi? Parce que c'est les rois de la coopération. Ils coopèrent avec toutes les espèces. Et ils sont encore là aujourd'hui. Ceux qui coopèrent pas sont voués forcément à la disparition. Donc, un des tournements majeurs de l'humanité aujourd'hui, c'est d'apprendre à coopérer. Travailler ensemble, pas peut-être. Oui, parce que les valeurs intrinsèques qu'on nous inculque, c'est plutôt la division, la compétition, la comparaison en permanence. Donc c'est intéressant. Hein. Alors la transformation, est-ce que c'est forcément connoté péjorativement? Oui. Dans tous les cas, parce que la transformation se fait de force. Pour transformer un corps à un autre, il faut mettre de la force.
On ne demande pas. On se pose la question à la ressource. Qu'est-ce qui va dans ton sens? C'est ça aussi la transmutation. On va dans le sens de l'évolution de la ressource. Alors que la transformation, on ne lui demande pas son avis. On va dans le sens de ce qui nous arrange. Même si ça va à l'encontre. Par exemple, un enfant, je veux l'amener à un endroit. 2 solutions. Il ne veut pas y aller. Je le traîne de force. Je vais peut-être y arriver. Mais quand je vais arriver à cet endroit-là, je vais le lâcher, il va partir en courant. Quantité d'énergie dépensée, la mienne, moi la sienne. Parce que moi, je vais tirer dans un sens, puis il va aller dans l'autre. Maintenant, je vais utiliser la transmutation. Première chose que je vais faire, c'est que je vais lui demander où est-ce que tu veux aller. Et je n'aurai pas à le traîner, je vais juste l'accompagner où il veut aller. Là, maintenant, notre énergie, ça va être la mienne plus la sienne. Et quand je vais le lâcher, il va rester à l'endroit puisqu'il voulait aller là. Donc, vous voyez, par cet exemple extrêmement simple, on voit le résultat de l'énergie mise et l'énergie résiduelle. En plus, quand je vais forcer un enfant, il va me détester. Alors, quand je l'accompagne, il va m'adorer, au sens adaor, celui qui m'apporte la lumière. Celui qui est contraint est contraint. Ah oui, on vous renvoie vers la langue des oiseaux. Tu avais énormément parlé de ce sujet-là. On avait reçu aussi François Bleuez qui avait fait une série d'émissions. On a toujours des significations cachées dans chacun des mots, surtout dans la langue française. Moi, je voulais parler de transmutation intérieure principalement. Quels sont les premiers signes qu'un travail intérieur authentique a commencé chez tout un chacun? Mais déjà, comment vous savez que vous faites une transmutation interne? Par quelle méthode? Par quel moyen? Qu'est-ce qui vous a dit ça? On voit un arbre à ses fruits. Si vous ne savez pas ce que vous faites, il faut forcément que quelqu'un vous l'explique ou que vous ayez compris. Vous avez compris quoi? Et comment vous avez compris les choses? Déjà, avant de commencer même de se poser la question est-ce que je me transmute ou pas, quel chemin vous avez commencé à prendre et pourquoi? C'est quoi votre motivation? Ça commence par ça. Pourquoi l'ego il résiste autant à ce processus en général? Mais parce qu'il ne veut pas. Parce que l'ego, c'est la forme. Et là, vous me parlez du fond. C'est ça la clé. C'est arrêter de regarder la boîte, mais ouvrez-la pour trouver ce qu'il y a dedans. Mais bien souvent, nous, on s'entretue pour des boîtes. Persévérez. Voilà dans la langue des oiseaux. Percez et vous verrez. Ouais. Mais souvent, on ne perce pas. On regarde juste la forme parce que c'est plus conforme. Et on est dans une société où on nous apprend à nous baser sur les apparences, sur la forme. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il a l'air, donc il est. Non, pas du tout. Donc, il y a une chose extraordinaire pour savoir déjà si vous êtes touché par le spiritus. Parce que pour l'alchimiste, l'agent transmutant, c'est le spiritus. Il y a quelque chose de naturel qui émet du spiritus. C'est l'âge, la beauté. Pourquoi vous dites quelque chose est beau? C'est quoi le critère de la beauté? Je ne parle pas d'un critère culturel. Mais à un moment, vous passez devant une œuvre d'art et vous restez, la mâchoire tombe et vous êtes figé. Et que ça soit un Américain ou un Papou de Nouvelle-Guinée, c'est pareil. Même si je ne comprends pas les symboles qui sont dessus, si on doit m'expliquer une œuvre d'art, c'est trop tard. Donc on n'est pas dans l'explication de l'œuvre d'art. Mais ça vous fait quelque chose, ça vous est tous arrivé d'être figé devant une œuvre d'art. Et ça, c'est le symbole du spiritus. Quand vous êtes touché par le spiritus, ouais, une méthode pour savoir que vous avez commencé le chemin, ça vous rend immobile, silencieux et aligné. Et vous ne dites plus rien, vous ne bougez plus et vous vous sentez à votre place. Tout est à sa place, vous aussi, mais vous ne savez pas pourquoi. À tel point, c'est que dès que vous vous posez la question de savoir pourquoi vous êtes bien, vous ne l'êtes plus. Vous voyez, on n'est pas dans l'interprétation. C'est un état. Et la transmutation, c'est un état aussi. Cet état va faire qu'à un moment, vous sentez clac. C'est comme un engrenage. Ça s'engraine. Vous êtes à votre place, mais vous ne savez pas pourquoi. Et là, l'ego, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de comprendre pourquoi. Mais pourquoi je suis bien? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Il va essayer de trouver des méthodes. En gros, il revient à la boîte. C'est les confitures de la grand-mère, vous savez. On se souvient, elles étaient super, ces confitures de la grand-mère. Ça se trouve, vous en retrouveriez un peu aujourd'hui, vous la mangez, vous dites, bah ouais, c'est des confitures. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que dans celle de la grand-mère, elle l'a fait avec circonstance, avec amour. Il y avait du spiritus. Celle que vous reproduisez aujourd'hui, si vous reproduisez la confiture parce que vous avez la recette, ça ne veut pas dire que vous aurez la même confiture. Vous aurez la même boîte, mais elle ne contiendra pas forcément la même chose. Quand vous cuisinez pour quelqu'un que vous aimez, c'est plus facile et la nourriture sera meilleure que si vous le faites sous la contrainte.
Vous avez 2 cuisiniers qui ont la même formation, qui ont les mêmes outils, les mêmes produits, on va leur demander de faire le même plat. Il n'y a aucune chance que ce soit le même plat. Il y en a, il va faire un super plat, puis l'autre, il va faire un plat quelconque. Elle est où la différence? Spiritus. Alors, ce spiritus, on vous le vend tous les jours. Quand vous achetez des yaourts, par exemple, est-ce que sur la boîte, vous voyez l'usine qui fabrique des yaourts? Non. Vous voyez des nuages, vous voyez une forêt, vous voyez une église, vous voyez, en gros, tout ce qui est source de spiritus. Comme ça, on vous dit, vous voyez, si vous mangez les yaourts, eh bien, vous aurez du spiritus. C'est ça un peu la tromperie de notre société. On vous vend du plaisir, on vous en croit que c'est du bonheur. Mais le nombre de choses que vous avez désirées ardemment qui est en train de rouiller à la cave, parce que vous imaginiez qu'avec du plaisir, vous allez trouver le bonheur. Qu'avec la boîte, vous allez forcément trouver ce qu'il y a dedans. Non, la forme, finalement, n'a pas d'importance. C'est ce qu'il y a dedans qui est important. C'est pour ça qu'un petit enfant, quand il va revenir de l'école, en vous offrant un cendrier croque de mammouth, un collier avec des nouilles ou un soupe plat avec des pinces à linge, et vous vous dites encore une saleté, mais lui, c'est pas la boîte qui boit, c'est tout le spiritus qu'il a mis dedans. Et si vous l'acceptez tel que c'est pas une saleté de plus que vous allez jeter, c'est le cadeau que cet enfant vous a fait, c'est-à-dire ce spiritus qui vous a donné. À tel point, c'est que 40 ans plus tard, quand vous déménagez et que ces enfants grands sont avec vous, et vous dites, oh, j'ai retrouvé ces vieilles je vais l'acheter. Ils veulent pas, même s'ils ont 40 ans aujourd'hui, parce qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont mis dedans. Ils ont encore ce lien de spiritus. Je sais pas, moi, c'est le couteau du grand-père. Même s'il coupe pas, même s'il est moche, il a une valeur incroyable. C'est les outils, justement, que le maître donne à son apprenti. L'apprenti, il les gardera toute sa vie, même s'il y en a des plus modernes. Et s'il en casse un au jour, ça va être dramatique. Pourquoi ça va être dramatique? Parce que lui, il va pas voir la boîte, il va voir ce qu'il y a dedans. Rabelais nous le dit, page 4 de son premier livre. On parle d'une valeur symbolique, émotionnelle. Non, absolument pas. Je parle de spiritus. Vous l'interprétez comme une valeur spirituelle ou une valeur symbolique. Mais le symbole, c'est juste une interprétation de quelque chose qu'on ne comprend pas. Et l'erreur avec le symbole, c'est quand on est trop dans l'interprétation, c'est comme avoir un panneau indicateur chez soi et décrire le panneau sans aller à l'endroit qui l'indique. Vous voyez les LED, vous voyez la peinture qui compose, le métal qui compose le panneau, mais vous n'allez jamais où le panneau indique. Le panneau n'est pas un signe. Un signe, c'est une interprétation culturelle, c'est une peu de parking. Vous le mettez partout, on sait que c'est un parking. Par contre, le panneau indicateur, vous ne pouvez pas le mettre partout. Vous le mettez, il y a juste un seul endroit où il va indiquer le panneau, le bon chemin. Donc le spiritus, c'est pareil. Par contre, le risque, c'est que l'ego, comme il veut tout maîtriser, eh bien, il va chercher des raisons qui lui semblent logiques, mais qui ne sont pas forcément vraies. Elles vont être culturelles. Il va avoir des raisons. Mais le spiritus n'a aucune raison. La raison, elle est relative. Vous savez, peut-être dans 10 000 ans ou 100 000 ans, quand notre civilisation elle aura disparu, et que les archéologues du futur trouveront des DVD et qui verront que ça brille au soleil, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, ces sauvages-là, ils se mettaient ça autour du cou. Et comme ça brillait, eh bien, ils brillaient le soleil grâce à ça. En aucun cas, ils vont penser qu'il y a de l'information dessus. Je suis sûr qu'on fait la même chose avec des artefacts anciens. Pourquoi? Parce que on est dans l'interprétation, et bien souvent dans le syncrétisme. Et le syncrétisme, c'est ce que ça veut dire. Syncrétisme, priez pour nous. On essaye de tenir dans une boîte culturelle quelque chose qui n'y tient pas. Ah ben c'est comme ça. Ben non, ça se trouve, il parlait complètement d'autre chose qui n'avait rien à voir. Et nous, on se l'attribue en disant, ah ben si, il faisait comme ça, forcément. Parce qu'on n'est pas capable de comprendre autrement. C'est les archéologues aujourd'hui qui disent, ben c'est simple, hein. La planéité qu'on a dans les pyramides, par exemple, ben c'est pas compliqué, ils ont pris du sable et puis ils ont frotté jusqu'à ce que ça soit parfaitement plan. Ben allez-y, faites-le. Prenez du sable, voilà un pavé, et puis frottez-le jusqu'à ce que ça soit parfaitement plat. Et que la planéité soit égale sur plusieurs mètres. Ben c'est juste pas possible. C'est pas possible par cette méthode. Mais comme on ne peut pas en imaginer une autre, alors notre imagination va utiliser les briques qu'elle comprend et qui sont des briques d'aujourd'hui. Et c'est bien pour ça, et je reviens à la position de l'alchimiste, pour faire de l'alchimie, pour comprendre les briques de notre réalité, mais pas que. Il faut comprendre aussi des tas d'autres choses, qui est toute la partie spirituelle,
de l'alchimie. Si vous ne comprenez pas le spiritus, vous ne comprenez pas l'alchimie. L'erreur fondamentale, c'est de croire que l'alchimie, c'est une proto-chimie. C'était des crétins qui essayaient n'importe quoi au fin fond d'une cave en espérant transmuter du plomb en or. Ça, c'est la vision que les modernes ont de l'alchimie. Oui. Sauf que l'alchimie n'a rien à voir avec la chimie. L'alchimie, c'est la connaissance de ce qu'il y a dans la boîte. Alors que la chimie, c'est la connaissance de la boîte. Donc, on ne parle pas de la même chose. On ne cherche pas la même chose. Mais en aucun cas, notre but, c'est de faire des petites expériences, de faire des réactions, de dissoudre, Non, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche d'aller au-delà de la matière pour trouver justement cette partie qu'on ne voit pas, mais qui pourtant est impliquée et étrangement associée à chaque grain de matière. Car chaque grain de matière contient une goutte de spiritus. Tu cherches pas à faire fortune en accumulant les lingots d'or dans ta cave? Ben, si je cherchais à faire ça, ce serait pas ce que je fais. Ouais. Je disais, je ne ferais pas d'interview gratuit. Ouais. Alors, force est de constater tout de même que la forme impacte le fond dans la société actuelle. On le voit par rapport aux médias, que ce soit dominant ou même sur la toile. On a énormément d'intervenants qui ont beaucoup de choses à dire et qui ne sont pas entendus parce qu'indigestes, parce que pas forcément sexy, excuse-moi du terme, et d'autres qui sont au contraire de très bons orateurs, qui véhiculent des messages à des audiences extrêmement larges, mais qui sont parfois des usurpateurs, voire éventuellement des charlatans. Mais ça n'empêche pas. Je veux dire, là, on parle de vecteurs dans notre civilisation. On est dans une civilisation de l'image, une civilisation de la forme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a quelque chose d'essentiel. Je ne sais pas si je vais vous le dire là. Si je vais vous le dire, tant pis, je me lance. On me mettra, en sortant d'ici, je vais finir au bûcher, mais c'est pas grave. J'ai quelque chose d'essentiel à vous le dire, dont je suis sûr aujourd'hui. Pourquoi j'en suis sûr? Parce qu'il y a quelques années, je suis mort. Je suis vraiment mort physiquement. Et je suis revenu. J'ai dit d'ailleurs à tel point, c'est maintenant, je suis revenu de faire me supporter. Et quelle a été la conséquence de ça? Eh bien, je suis sûr aujourd'hui que l'âme n'est pas dans le corps, que le corps n'est qu'un poste de radio qui capte quelque chose. Et quand quelqu'un meurt, finalement, c'est juste le poste qui s'éteint. C'est pas parce que j'éteins le poste que je tue le chanteur qui était dedans. Ça veut dire que nous captons quelque chose et rien d'autre. Donc cette captation permet à certains de laisser passer ce qu'il y a dedans ou pas. Le biologique, le physique, n'est pas ce qui laisse passer l'intelligence, c'est ce qui le retient. Finalement, notre biologique, notre cerveau, empêche la connaissance universelle de passer. Pourquoi? Parce que notre cerveau est trop petit, il n'est pas fait pour ça. Donc l'apprentissage, le vrai mot de l'apprentissage, c'est de créer des liens entre notre corps et notre âme. Et il faut savoir que notre âme n'a pas les mêmes motivations que notre corps. C'est pour ça que je dis, est-ce que vous êtes en état d'âme ou en état de corps? En état de corps, c'est là où je voulais venir. Si vous êtes en état de corps, vous vous comportez comme un singe. C'est-à-dire que vous allez satisfaire le singe. C'est-à-dire ses besoins les plus fondamentaux, ses besoins d'hégémonie, de jugement, de guerre, de tout ce qui est l'apanage de l'animal. Si vous êtes en état d'âme, c'est exactement le contraire. Le singe essaye de séparer, alors que l'âme essaye de rassembler. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde de singes. Et c'est pour ça qu'il se passe tout ce qui se passe. L'idée, c'est pas d'essayer de convaincre les singes. Le singe, il fait tout ce qu'il peut pour satisfaire le singe. Et c'est pour ça qu'il veut pas laisser parler l'âme. C'est pour ça que les gens ne sont pas entendus. Parce que s'ils sont entendus par des singes, ben le singe veut pas du tout qu'on sorte de cette situation. Il est très content de ce monde. Et c'est pourquoi ceux qui aujourd'hui dirigent le monde dirigent un monde de singes avec des méthodes de singes. On va utiliser toutes les méthodes qui satisfont ou qui font peur aux singes. Mais à l'instant où vous laissez parler votre âme, alors le discours est complètement différent. Alors je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais tout ça, il y a des raisons à ça. Une autre fois, peut-être, je pourrais parler que de ce sujet-là. Pourquoi l'âme revient, pourquoi elle vient ici, pourquoi elle doit rassembler alors que le corps veut se séparer, ça paraît extrêmement étrange et extrêmement mystique. Et pourtant, c'est parfaitement explicable. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que quelquefois vous êtes en état d'âme, quelquefois en état de singe. Et on peut dire, pour revenir à la transformation, quand est-ce qu'on sait qu'on transmute et qu'on a cette transmutation intérieure?
quand on laisse parler son âme. Quand vous suivez une voie, est-ce que c'est pour satisfaire votre âme ou pour satisfaire votre singe? Est-ce que c'est pour vous alléger ou est-ce que c'est pour vous alourdir? Est-ce que c'est pour être heureux ou est-ce que c'est pour avoir du pouvoir? Vous allez voir que si vous suivez pour une mauvaise raison, ce sera pour satisfaire le singe. Si vous suivez pour une bonne raison, ce sera pour laisser parler l'âme. Les orateurs dont vous parlez, il y a deux types d'orateurs. Il y a l'orateur qui va s'adresser à l'âme et l'orateur qui va s'adresser au singe. Et celui qui connaît les deux processus, qui peut s'adresser au singe pour que sans que les singes s'en rendent compte, il rentre en contact avec leur âme. Et à ce moment-là, il n'y a rien d'autre à faire. C'est chacun qui va s'éveiller un matin en se disant « Tiens, je n'avais pas vu ça. » Ben oui, parce que tu regardais comme un singe. Et c'est marrant parce que, si je puis dire, pourquoi ne pas prendre aussi référence dans des textes anciens? Vous savez, au siècle des Lumières, on est spontanément devenu intelligent. On a considéré que ce que l'humanité avait fait pendant des milliers d'années ne servait à rien et qu'on allait repartir à zéro et que toutes les références antiques, c'était pour des crétins superstitieux. Mais quand Adam est chassé du paradis, eh bien, la chose qu'il dit, c'est de s'habiller de tunique de peau. Donc, c'est comme si on était rentré dans la matière, on avait mis des tuniques de peau. Mais ça, c'est pas plus intéressant. C'est que cette phrase dit aussi, ils s'habillèrent de tuniques d'aveuglement. C'est pas perdre le paradis. C'est perdre la vue. C'est ne plus voir, ne voir que les apparences. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Recouvrez la vue. Revoir. Ouvrez les yeux. Et c'est ce qu'on dit à tout le monde, d'ailleurs. On n'arrête pas de dire, mais c'est un problème, ouvrez les yeux. Ça veut dire quoi? Parce que si j'ouvre les yeux et que c'est les mêmes yeux qui ont vu la réalité, je vais pas voir la différence. Donc, peut-être qu'il y a une autre manière de voir le monde, non pas avec son corps, mais avec son âme. Vous savez, c'est une manière qui vous semble complètement surnaturelle. Je parle pas du troisième œil, je parle pas de pourquoi on s'est collé un troisième œil là. C'est juste une interprétation de sens de quelque chose qui ne l'est pas. Des gens nous ont dit, il est possible d'appréhender notre univers autrement. Le singe a compris, il y a un autre œil. Mais comme il y en avait déjà deux et qu'il n'y avait qu'une seule place pour en mettre un autre, il se les collait ici. Et donc maintenant, il y a des gens qui sérieusement cherchent le troisième œil et font le lien avec une glande qui est à l'intérieur. Tiens, on va faire le lien avec la glande pinale. Et c'est pour ça que les Tibétains se titillent la glande pinale avec la langue. Qui est pour moi une méconnaissance totale de la biologie, une méconnaissance totale des textes et de ce qu'on fait vraiment. Encore une fois, c'est le singe qui essaie de comprendre quelque chose à travers les apparences. Alors que c'est la phrase de Lao Tzu qui dit quand le sage montre le doigt, l'imbécile ne voit que le doigt. Et c'est pareil dans le développement personnel dont on parlait tout à l'heure, c'est pareil dans les voies ésotériques. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui se dit « Moi, ma vie était terrible, maintenant je suis une voie ésotérique et c'est vachement mieux », mais qu'il a autant de contraintes, est-ce qu'il est sorti de sa prison? Non, il est rentré dans une autre. Sauf que les contraintes ont changé de couleur. Il a collé des plumes. C'est pas pour ça qu'il est plus libre. Le type qui se dit « Moi, il faut que je tire les cartes des anges pour savoir si je dois aller aux toilettes entre 13h45 et 14h12 », pour moi, il est enfermé pareil. Est-ce vraiment nécessaire? En plus, quelque chose de fondamental dans votre transmutation, c'est la liberté. C'est que toutes les voies que nous suivons sont des voies de liberté. Mais la liberté s'accompagne de son corollaire, quelque chose qu'on ne veut pas, qui est l'embarras du choix. C'est que dès l'instant que vous êtes libre, vous êtes aussi libre de choisir, avec toutes les conséquences que ça a. Bien souvent, on préfère remettre le choix dans les mains de quelqu'un d'autre, parce que c'est plus confortable. Mais il ne faut pas s'étonner qu'il choisisse ce qui arrange lui, et pas ce qui vous arrange vous. Donc, prenez vos choix et prenez vos responsabilités. Et je vois, il y a des tas de pubs aujourd'hui qui disent « Vous avez droit, vous avez droit, vous avez droit ». Il n'y en a que des droits. Mais où vous avez des devoirs? Suivre une voie, c'est aussi avoir des devoirs. Le principal étant celui de la juste transmission. Parce que celui qui va débrouiller la transmission, c'est le singe qui a compris la voie et qui va essayer d'en tirer des avantages de singe. Ah bon, on va m'écouter, je vais prendre une course, je vais devenir riche, je vais être puissant. Ça, c'est le singe qui veut ça. Est-ce que pour autant parce que certains pourront voir un certain confusionnisme là-dedans et se dire alors du coup on doit faire vœu de pauvreté ou de chasteté, rester dans la modestie absolue, ne plus
désirer quoi que ce soit de matériel. Il y a la position de l'ascète aussi, hein, cette image. Oui, mais qui a peur de ça? C'est le singe qui parle là. C'est le singe des gens qui vont dire ça. Il faut que je me brime de tout, que je m'habille en blanc, que je vais bouffer des sauterelles et que je suis dans le désert. J'ai jamais dit ça. Ça va même en contradiction avec ce que j'ai dit, puisque j'ai dit à un moment, la voix doit vous rendre heureux. Dans ce cas-là, si je me prive de tout par contrainte, juste parce que je veux avoir l'air d'un moine, je serai un moine, ben non, j'ai jamais dit ça. Le type qui s'habille en blanc, qui va dans le désert et qui est malheureux, vous croyez qu'il a avancé sur la voie? Pas du tout. Il donne juste une légitimité à son singe. Mais le type qui va dans le désert parce qu'il est attaché à rien, qu'il adore bouffer des sauterelles et qu'il le fait, lui, il a raison. Encore une fois, il faut que ça vous rende heureux. Mais je ne parle pas entre parenthèses de détachant, c'est encore une méconnaissance des textes. Il y en a plein qui disent, qui transmettent qu'il faut se détacher, il faut se détacher. Mais se détacher, c'est pas retirer des liens, c'est retirer des tâches. Et vous remarquez dans votre vie, quand vous faites quelque chose, vous accomplissez des tâches. C'est ça, se détacher. Quand vous n'avez plus de tâches à accomplir, alors, c'est pour ça que vous cherchez des solutions. Mais pour avoir la solution qui permet de retirer les tâches, il faut un dissolvant. Eh bien, le dissolvant, c'est le spiritus. Vous voyez la différence avec le détachement? Il faut se priver de tout, il faut se flageller, il faut arrêter de manger. Non, pas du tout. Il faut manger des bonnes choses, sentir des bons parfums, voir des belles couleurs, écouter de la belle musique, forcément. Mais le singe comprend de tout ça, comme c'est ce qu'il ne fait pas d'habitude. Il comprend que c'est une contrainte. Donc, il va trouver toutes les mauvaises raisons de ne pas le faire. Et puis, quand un singe fait ça, il se retrouve au milieu du Larzac en portant des pulls qui grattent pour garder les chèvres, et il est malheureux comme les pierres. Ou c'est un végétarien qui incarne dans votre assiette quand vous mangez un steak et qui vous déteste. Oui. C'est son singe qui est devenu végétarien, mais pas lui. L'épicurien, est-ce qu'il est en lien avec son spiritus? Ben évidemment, c'est ça finalement l'homme accompli. L'homme accompli, c'est celui qui n'a pas de distance entre sa bouche et son cœur, entre son corps et son âme. C'est-à-dire qu'il est en accord avec ce qu'il fait, en accord avec ce qu'il est. Regardez les sages qui sont dans notre histoire. Regardez les Bouddhas, par exemple, la représentation des Bouddhas. Vous trouvez que c'est un ascèse? C'est un petit rond bedonnant, tout luisant, et plutôt souriant. Et d'ailleurs, à Siddhartha, avant qu'il soit Bouddha, à un moment, il parle de cet ascèse. Et il entend un joueur de violon. Et il y a le maître, l'enseignant du violon, qui dit à son disciple, attention à la corde. Si tu la tends trop, quand tu vas jouer, elle va casser. Et si tu la tends pas assez, tu ne vas pas pouvoir jouer. Donc, entre les deux, et c'est pourquoi nous suivons la voie du milieu. Vous pouvez faire tout dès l'instant que ça ne nuit à personne. Et l'humilité, si vous n'êtes pas humble, vous allez l'apprendre. Vous allez l'apprendre par l'expérience. Parce que dès l'instant que vous faites quelque chose parce que vous l'avez compris, il y a le singe qui sort de derrière qui dit « c'est moi qui l'ai fait. T'as vu comme je suis fort ?» Le seul problème, c'est quand on parle de transmission. Et transmission, ça veut dire mission à travers. Ça veut dire qu'il faut que ça passe à travers. Et le maître, c'est celui qui est transparent. Et le singe, c'est celui qui est apparent. Le singe, il faut qu'on le voie. Alors que le maître, on n'a pas besoin de le voir. On a juste besoin de voir au travers. C'est la différence entre le maître et le gourou au sens péjoratif du terme. Le maître éclaire, le gourou brille. C'est pas du tout la même chose. En plus, pour briller, il faut être bien poli. Alors, on a des charlatans qui brillent, évidemment, d'ailleurs, qui vont pomper sur des gens qui, eux, peuvent transmettre sincèrement. Mais, encore une fois, ça ne dure qu'un temps, parce qu'il va flatter d'autres singes. Mais quand, dans ces autres singes-là, il y en a un qui va vouloir comprendre l'âme, il n'est pas capable d'expliquer, il ne peut parler que de singes. Donc, on va se rendre compte que c'est un charlatan. Ouais. Et puis, après tout, ça crie finalement, car les singes attirent les singes. Et ça permet à ceux qui transmettent sincèrement de n'attirer que ceux qui écoutent sincèrement. Est-ce que tu penses justement que tous les bouleversements actuels, tout ce changement de paradigme que l'on attend, que l'on voit sur toutes les chaînes spirituelles, justement, on parle de plein de choses. C'est ça, donc quand on attend, de qui vous parlez? Quand vous dites on attend, de qui vous parlez? De toute une sphère. Ah, mais c'est pas l'humanité, toute cette sphère. Non, c'est un microcosme. C'est quoi le pourcentage par rapport à l'humanité? Voilà. Oui, c'est minime, certes.
Donc vous avez une goutte dans un océan qui attend. Et les autres, ils ne souhaitent qu'une seule chose, c'est que ça soit comme avant. Oui, hélas. Parce que c'était plutôt confortable avant pour les singes. Hélas, pour la sphère qui cherche que ça change. Oui. Mais alors justement, est-ce que tout ce qui se passe, parce qu'il y a énormément de secousses, le branle-bas de combat, des guerres annoncées et en cours, des crises financières, des bouleversements politiques, géopolitiques. On voit que récemment, il y a eu encore une augmentation de 300% sur les matériaux informatiques. Achetez vos cartes graphiques maintenant, enfin tout ce qui va être téléphone portable, etc. Attendez-vous à des hausses de prix x2, x3, x4 dans les mois à venir, hein, je vous le dis. Ça va être pareil sur les denrées alimentaires. Alors, c'est pas pour faire peur aux gens, c'est juste qu'on est dans une période très remuante. Tout ça, ça appelle justement à une transmutation de masse. Est-ce que toi, tu penses que l'ère du Verseau dont on parle, dans notre microcosme bien entendu, hein, est en lien avec cette fameuse alchimie intérieure qui pourrait éventuellement venir, mais de force, chez tout le monde, y compris pour le singe qui, lui, se complaît. Donc déjà, je pense que tout ce dont tu as parlé s'adresse uniquement aux singes et pas à autre chose. Nous sommes ici dans un monde de singes. Par conséquent, ceux qui nous dirigent des singes. Donc, utilisent toutes les méthodes pour maintenir les singes en asservissement. Ça, c'est la première chose. Après, deuxième chose, tu m'as demandé, est-ce que tu crois? Non, je ne crois pas. C'est dans les églises qu'on croit. Moi, je ne crois pas à un jugement immanent et à des grands sages qui vont venir nous aider, enfin, depuis qu'on les attend. Le nombre de dieux auxquels vous avez prié pour donner aucune réponse. Pourquoi je serais comme ça maintenant? Pourquoi ça changerait? Et il y a une phrase qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais ça commence par « Aide-toi ». Donc pour moi, tous ceux qui attendent l'avènement d'un air du Verseau, du canard bleu ou du singe vert, tout ça, c'est une interprétation de singe. C'est-à-dire, c'est les singes qui ont peur et qui trouvent des raisons ésotériques de s'en sortir. De préférence d'un coup de baguette magique sans rien foutre. En disant, ah ben non, ça va changer. D'un coup, ça va changer. Puis en plus, ça va être un changement de masse. C'est-à-dire que même si moi, je veux pas, je vais être pris dans la masse. Je ne crois pas ça. Mais ce que je dis n'engage que moi. Hein. Le singe, il est en train de me détester. Là. Il dit, mais t'es fou, toi. Ce serait vachement pratique que ça change qu'un matin, on se réveille, qu'on sorte tous dans la rue, que le soleil brille, qu'on s'embrasse tous, que ce soit génial, que tous les magasins soient ouverts, que les cartes graphiques soient données, que je ne sais quoi. Mais après-demain, ma carte graphique va coûter 50 fois plus cher. Mais qu'est-ce que j'en ai à mon singe, il est inquiet. Mais si moi, je suis capable de communiquer autrement, par l'intermédiaire du rêve, par exemple, qu'est-ce que j'en ai à faire que ma carte graphique? Je suis prêt à changer le monde tout de suite, à sortir d'un monde matériel, à sortir d'un confort si nécessaire. Je n'ai pas dit que ça sera agréable, que ce sera facile. J'ai dit que c'est possible. Si le singe se complaît dans ce monde sans changer, soit il sera esclave, soit il va disparaître. L'idée pour sauver ce monde, c'est pas sauver les singes, c'est permettre que chaque singe rentre en contact avec son âme. Et il se trouve qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, un certain nombre d'êtres ont la capacité de ce langage, d'ouvrir l'esprit des singes. C'est ça qu'il faut attendre. Dans la transmission, c'est pourquoi on transmet aujourd'hui. La transmission, c'est juste permettre à chaque singe d'ouvrir son esprit pour être en accord avec son âme. Et en aucun cas, c'est pas en sauvant les singes. Si je prends une singe et que je les sauve, je sais pas, d'une guerre où je leur donne suffisamment à manger, si ça reste des singes, ça recommencera d'une autre manière, ailleurs. Par contre, s'ils sont capables à un moment d'être en accord avec leur âme, même si je leur donne moins, ils se sauveront eux-mêmes. C'est ça un peu le hiatus. C'est que nous, on a tendance en tant que singes, quand on a plein de singes, de sauver les singes en disant on a des ennemis à foutre sur la gueule des ennemis, comme ça, les singes survivants vont avoir assez. Non, puisque les singes survivants vont continuer à se comporter comme des singes entre eux. Et puis en plus, l'idée dans la boîte que je transmets, on ne veut pas perdre. Et la seule manière de ne pas perdre, c'est d'instiller un espèce de virus, mais positif cette fois dans l'humanité, et reconnecter l'humanité à son âme. Sans que ce soit un dogme, sans que ce soit une église, que ce soit... D'ailleurs, c'est ce qu'on parle. Hein. On dit aux gens, on parle d'une ouverture d'esprit. Mais qu'est-ce qu'on entend par là, en vrai? Se ressourcer.
Ça veut dire quoi tout ça? On le comprend, mais on ne voit pas ce que ça veut vraiment dire. Mais je pense qu'il faut que les singes redeviennent un poste à haute fidélité et qu'on capte correctement notre âme. Et pour ce faire, il y a tous les outils de la transmission qui permettent de faire ça. C'est pour ça que l'apprenti, quand il travaille au laboratoire, pendant des années, il va travailler comme un singe. Il va demander est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien appris, est-ce que je reprenais bien ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec nos diplômés à l'école. C'est des singes. Ils ne font pas preuve d'intelligence, ils répètent ce qu'on leur a dit. Et s'ils répètent bien, alors ils sont diplômés. Mais ce pas des gens qui sauront prendre des décisions. En tout cas, ils sauront prendre que des décisions de singe. Et le singe n'a pas d'imagination. Donc, il applique ce qu'on a dit ou ce à quoi il croit. Donc, l'idée, c'est d'éveiller en toute modestie l'humanité. Alors, comment ça peut se produire? Est-ce que ça peut se produire par une force immanente qui va rayonner un jour sur l'humanité? J'en sais rien. Je le souhaite, sans beaucoup d'espoir de ce côté-là. Mais pourquoi pas? Est-ce qu'on a attendu un air particulier? Parce que les singes vont essayer de trouver des explications. Ouais, il y a un alignement planétaire, mais des alignements planétaires, il y en a tous les jours. Mais c'est l'ère du Verseau, mais pourquoi ce ne serait pas l'ère du lapin ou l'ère du dragon, je ne sais quoi? Car selon les calendriers, ça va pas être le même. Donc tout ça, c'est trop des interprétations culturelles. Et souvent culturelles de fantasmes de singes. Ouais, mais parce qu'on est protégé par des extraterrestres avec une cohorte de vaisseaux spatiaux qui attendent cachés derrière je ne sais quelle planète pour venir nous aider. Mais globalement, je veux dire, s'il y a des forces dans l'univers, qu'est-ce qu'elles en ont à faire d'une petite planète minable au fin fond d'un bras spiral avec une petite étoile de 3e zone? Le singe, il n'a qu'une seule imagination. Il pense que l'univers veut soit nous détruire, soit nous aider. Mais globalement, il n'imagine pas une seconde qu'il n'en a rien à faire. Et qu'on, pour l'univers, on n'est même pas un battement de paupières. Patrick, excuse-moi, mais je suis un singe complètement, parce que moi, ma transmutation intérieure, c'était ça. J'ai pendant beaucoup d'années, tu t'imagines bien, à Méta TV, on était dans des combats politiques principalement, même si on ouvrait notre audience à d'autres sujets, et j'étais persuadé que l'univers conspirait en ma défaveur. Et par la suite, j'ai fait un petit bout de chemin, et en faisant ce nouveau média, en accomplissant une part de mission spirituelle, j'ai envie de dire que maintenant l'univers pour moi conspire en ma faveur et en la faveur de tous. Donc je me retrouve je suis un singe en fait. Mais c'est un choix, mais c'est peut-être ça la prise de conscience. Mais tu sais, il y a quelques centaines de millions d'années, il y avait de l'eau sur la Terre. Il y a une espèce qui vivait là et qui s'est reproduite comme une malade. Elle s'est tellement reproduite qu'elle a consommé et qu'elle a fait des polluants. Elle a fait un polluant terrible, bien plus fort que tout ce qu'on a été capable de faire. Elle a fabriqué un gaz qui bouffait tout, qui détruisait tout. Ça a été tellement grave que ça les bouffait eux-mêmes. Ils ont fait tout ce que disparu, sauf une poignée qui a réussi à se sauver au fin fond des mers. C'était pas les Atlantes, c'était les bactéries anaérobies. Et le poison terrible qu'elles ont créé, c'est l'oxygène. Si elles n'avaient pas pollué, on n'existerait pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui est juste? Nous sommes les enfants de la pollution. Je vous rappelle qu'oxygène, ça veut dire celui qui fabrique la mort. Oxygène. Nous nous sommes adaptés à un poison mortel qui bouffe tout puisque ça oxyde même les métaux. D'ailleurs, oxyder, c'est faire des trous dedans. Quand on oxyde un métal, on le tue. Donc, regardez ce polluant qui tue même les métaux. Et nous, on se complaît là-dedans. Quand on en a plus, on meurt. Donc, qu'est-ce qui est juste? Peut-être qu'il y avait des écolos anaérobies qui disaient à leurs copains, arrêtez de polluer, on va tous disparaître. Ouais, mais on leur dit merci d'avoir créé cet univers plein d'oxygène, cette merveilleuse planète bleue, la couleur du polluant qu'ils ont créé. Qu'est-ce qui est juste? J'en sais rien. Et pour qui l'univers était à ce moment-là? Pour les bactéries ou pour nous? Oui. Donc, est-ce qu'ils conspiraient dans un sens ou dans un autre? Mais c'est pas de la provocation, c'est que j'ai pas la moindre idée. Je n'en sais rien. C'est peut-être la dernière chose qui me manque pour devenir un croyant. Je n'en sais rien, je crois en un principe. Et quand je suis mort, j'ai croisé quelque chose qui va en dehors de toutes mes croyances. J'ai réellement croisé quelque chose. Pendant quelques heures, je suis mort. Et j'ai croisé quelque chose qui m'a dit, j'ai cru l'entendre, je te donne une seconde chance.
Mais cette voix était ni mâle ni femelle, elle sentait bon, elle avait bon goût, elle était agréable à toucher. Le seul sens qui n'a pas été excité, c'est la vue. Je n'ai rien vu, mais tous les autres sens ont trouvé ça agréable. Qu'est-ce que c'était? J'en ai pas la moindre idée. Je n'en sais rien. Sauf qu'après, je me suis réveillé. Tadam! Avec cette question qui en est toujours une. Mais je veux dire, mon singe se pose toujours la question, mon âme se dit bienvenue sur Terre, quoi. Oui, oui, tu as fait un Et AVC. finalement, pas avoir de réponse. Ouais. Tu as fait un AVC il y a quelques années Et de je ça. suis mort. Hmm. C'est ça. Hmm. C'est venu bouleverser un petit peu, justement, ta vision de l'univers, de la création, d'une éventuelle entité qu'on pourrait appeler Dieu? Non, parce que ça ne remet pas en cause ma non-envie de déterminisme. Je veux dire, un grand être qui a tout prévu, ça m'emmerde. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi faire quelque chose puisque tout est prévu? Ah non, mais j'ai le choix dans tout ce qui est prévu. Donc finalement, si je fais quelque chose, c'est parce que c'était prévu. Donc pourquoi faire quelque chose? C'est la question du libre arbitre. Maintenant, en dehors de ça, plus j'avance sur ma voie, plus je me rends compte qu'on a de moins en moins de libre arbitre. Bon, mais ça n'engage que moi. Tout ce que j'ai vu et ce que j'ai senti ne préjuge pas le fait qu'il y ait une intelligence qui soit dans chaque chose. Ça, pour moi, je ne sais pas encore. Je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui non plus. Mon singe dit non. Mon âme dit peut-être. Puis j'ai rien contre. Moi, j'adorais que le patron me mette sa main sur l'épaule en me disant, c'est bon, vas-y, continue par ça. C'est mon singe qui pense ça. Mon âme fait ce qu'elle a à faire. J'ai pas de notion ni morale. Il n'y a qu'une seule règle que je respecte. Si ça rassemble, c'est bien. Si ça fractionne, c'est pas bien. C'est la seule notion que j'ai du bien. Pour moi, le bien, c'est celui qui réunit son âme et son corps. Deux ne font un. Be un. Mais c'est pas moral. C'est pas parce que je me comporte bien en fonction de quoi? En fonction de qui? La morale est extrêmement culturelle et elle dépend des époques. Il fut une époque où l'inceste se fait très bien, où les nobles se mariaient entre eux. Et c'était très bien. Je n'ai pas dit que c'était bien pour la santé, que ça ne faisait pas des consanguins. Mais en dehors de ça, c'était... Donc, vous voyez, c'est vraiment une question de point de vue. Est-ce qu'on peut se fier à quelque chose qui dépend seulement de la volonté du plus grand nombre? Donc cette vision toujours très non dogmatique, anticonformiste, hein, parce qu'on voit un dissident en toi à travers ton discours depuis le début, et puis un petit peu cette nonchalance par rapport au qu'en dira-t-on, et ça c'est super. Enfin moi je te remercie en tout cas pour cette sincérité et cette transparence. Mais obligatoirement, on ne peut pas dire qu'il faut faire disparaître les apparences en parlant que d'apparences. Oui. Il y a un problème, mais je ne vais pas m'attacher à quelque chose que je passe ma vie à faire disparaître. Il faudrait être frappé, c'est scier la planche sur laquelle je suis, quoi. Donc, soit je passe à travers et les apparences, j'en ai rien à faire et j'ai rien à prouver à personne. Ça vous plaît ce que je dis? Merveilleux, ça vous plaît pas? Suivez votre chemin, je n'ai personne à convaincre. Transmettre, ce n'est pas imposer sa voix, c'est permettre à chacun de trouver la sienne. Mais sincèrement, justement, ouvrez les yeux, faites-vous une idée vous-même, expérimentez vous-même. Une voix vous plaît pas, changez-en. En parlant de voix, quid de la trame? Est-ce qu'on peut en parler? Pourquoi pas, oui. On va donner les sources à la fin. Je vais évoquer tous les ouvrages que tu as fait. Hein. Il y en a pléthore, hein, vraiment. Et j'aimerais qu'on puisse parler de la trame. On les référence sur notre plateforme, sur la plateforme Amdessine et sur ton site, latrame.com. C'est pas mon site, c'est le site de l'association qui gère la trame aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que cette pratique représente? Vers quel chemin elle nous amène? Je me suis trouvé confronté, comme tous les singes, à la maladie. Et à la maladie des proches aussi. Et j'ai cherché des solutions. Donc d'abord, j'ai cherché des solutions de singe. C'est-à-dire que tu as un boule qui ne va pas, tu coupes le bout, puis tu iras bien. Ou alors, mon petit copain, il a mangé un truc particulier, c'était bon pour lui, j'ai mangé le même, je vais aller bien. Et puis après, j'ai réagi comme un alchimiste. Je me suis dit, est-ce que l'information circule à l'intérieur de la matière? Et qu'est-ce qui se passe quand l'information ne circule pas? La matière se décompose, il n'y a plus de lien. Donc, je me suis dit, si mon corps ne va pas bien, c'est que l'information ne circule pas. Donc, finalement, j'ai reproduit dans le corps humain ce qui se passe au creuset. Pas avec les mêmes énergies, je ne mets pas la personne au creuset. Mais c'est toujours de la même manière. Comment faire circuler l'information à l'intérieur d'un corps? Et qu'est-ce qui fait que l'information ne circule plus? Ce qui revient à dire que toutes les parties de nos corps et toutes les particules de notre corps communiquent les unes avec les autres
par de l'information. Alors évidemment d'une manière biochimique, mais pas seulement. Sans doute d'une manière électronique aussi. Et c'est sans doute pour ça qu'aujourd'hui, il y a une explosion de cancers, de maladies de déstructuration, parce que comme nos cellules communiquent aussi d'une manière électronique, tous les rayonnements électromagnétiques, les 5G et autres, perturbent la communication des cellules. Et des cellules qui ne communiquent pas, s'isolent de la colonie. Et que fait une cellule qui s'isole de la colonie? Elle roule pour elle-même. Elle va se reproduire, par exemple, pour créer une sous-colonie qui ne va pas vivre pour la colonie globale. On va appeler ça une tumeur. Déjà, rien que non, ça donne pas envie. Tumeur. Oui. Donc, on va changer. Alors, l'idée, je la retire, mais si je reste dans la même situation, une autre cellule finira par faire sécession, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qu'il va falloir, c'est que je rétablisse la circulation à l'intérieur du corps. Si je rétablis la circulation, alors aucune cellule n'aura une raison de faire sécession, donc aucune cellule n'aura de raison de fabriquer des tumeurs. On peut même imaginer que si la circulation globale est rétablie, les cellules qui ont déjà formé des tumeurs vont avoir envie de rentrer dans le rang en disant c'est plus la peine, on n'a plus peur d'être isolé, puisque les autres cellules vont vous dire revenez dans la ville, parce que finalement notre corps n'est qu'une copropriété. Et donc les cellules doivent re-rentrer dans le rang. Donc ça disparaît. Encore une fois, le sage on retire, l'âme explique. Explique à la colonie comment faire. Fort de ces informations-là, j'ai dit comment expliquer au corps sans lui parler. Ça, c'est le singe qui, vous savez, je vois ça tout le temps, t'as mal au pied, il suffit de parler à ton pied. Certes, mais vous pensez que votre pied, il parle homme, et vous pensez que les cellules sont là pour traduire ce que vous êtes en train de lui dire. Il s'en fout complètement. Puis en plus, il a des nécessités qui ne sont pas les vôtres. Pourquoi, par exemple, quand je me coupe un bras, il repousse pas? Par contre, si je me coupe un morceau de foie, il repousse. Alors que c'est plus complexe de faire un foie que de faire un bras. Ça veut dire que les nécessités du corps ne sont pas forcément les nécessités du sage. Sans bras, je peux très bien vivre, alors que sans foie, je ne peux pas vivre. Sans jeu de mots. Ce qui veut dire, à partir de ce moment-là, la stratégie du corps va être, je vais mettre toutes mes ressources pour faire un foie. Et si j'étais capable de convaincre mon corps de mettre toute sa stratégie pour repousser un bras, j'aurais un bras qui repousse. Rien ne s'y oppose théoriquement. Et on voit que, et ça c'est très propre à l'alchimie aussi, c'est que la vibration préside la forme. Et on voit bien, si vous prenez une enceinte acoustique, vous mettez du sable dessus, vous mettez un son. Le sable prend une forme, vous changez de son. Le sable prend une autre forme. Mais elle était où la forme? Elle est dans le sable, non, elle est dans le son. Et si tout était comme ça, si moi j'ai cette tête-là seulement parce que j'ai une chanson, c'est-à-dire finalement de l'information qui circule, parce que finalement les briques qui me composent, qui te composent sont les mêmes, il n'y a que le plan qui change. Donc finalement le plus important dans la matière autour de nous, c'est pas la matière, c'est le plan qui est dedans. Donc le singe agit sur la matière, l'âme agit sur le plan. Et c'est sans doute pour ça qu'on parle de magie, parce que l'âme agit. Vous savez, on s'est tous concentrés sur une petite cuillère pour la tordre ou pour la faire bouger, non? Ça n'a jamais marché. Pourquoi faire ça? C'était quoi le but? De déplacer la cuillère ou d'avoir le pouvoir de déplacer la cuillère? Mais ça intéresse qui, ça? Ça intéresse que le singe. Mais stratégiquement, c'est beaucoup plus simple de déplacer une cuillère en le prenant avec ses doigts qu'en le faire fonctionner grâce à la force de mon esprit. Ça, c'est seulement de la satisfaction du singe. L'âme va se dire qu'est-ce qui fait que cette cuillère est une cuillère et pourquoi elle est là? Et comment je vais la déplacer sans la bouger? Parce qu'un outil ordinaire, résultat ordinaire. Si je veux des résultats extraordinaires, il faut que j'utilise des outils extraordinaires. Et je ne pourrais pas comprendre l'extraordinaire par l'ordinaire. Ça, c'est le risque de scientifiser l'alchimie, par exemple. Et de dire, la preuve que ça marche pas. C'est scientifiquement, ça marche pas. C'est normal, on parle pas de la même chose. C'est, je sais pas, moi, quelqu'un qui regarde une partition et puis qui fait une tâche dessus. Et puis le sage va dire, qu'est-ce que je veux faire pour retirer la tâche? Et l'âme va dire, je me fous qu'il y ait une tâche, je suis capable de recomposer le son qui manque. On ne parle pas de la même chose. Le sage va dire à l'adepte qui va recomposer le son, mais t'es complètement crétin, il y a toujours la tâche. Comment on va faire pour jouer de la musique? Mais l'idée, on comprend la partition dans sa complexité, mais dans son unicité, et tu n'auras pas besoin de retirer les tâches. Par contre, si tu as le nez sur la tâche, tu vas voir que ça. Et donc, tu auras envie que de retirer la tâche, sans chercher à comprendre la musique.
D'ailleurs, quand quelque chose va bien, on dit tu connais la musique. Donc, il y a peut-être un rapport entre la musique, la vibration et la création. C'est pour ça qu'on dit au début du verbe, la vibration initiale. Peut-être que la création s'inscrit dans le silence, la première onde. Et c'est pourquoi aussi on dit dans la Genèse, et le souffle de l'Éternel plaira la surface de l'eau. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe quand on souffle sur l'eau? Ça fait une onde, mais cette onde, elle est matérialisée. Donc c'est la première matérialisation du souffle. Donc on voit bien qu'une onde peut devenir matière. En tout cas, la différenciation de la matière peut être faite par l'onde. Maintenant, il y a une différence puisqu'il y a une onde, mais seulement à l'endroit où j'ai soufflé. Donc on voit bien que le verbe est capable de créer la différence. Parce que l'onde, pour pouvoir se réaliser, il faut du temps. Elle est partie à un endroit et à un autre, donc il lui faut de l'espace. Donc ça y est, on vient de faire la création. Le temps, l'espace et la matière. Rien qu'avec un souffle sur de l'eau. Voyons qu'on va faire la création. Et le singe, ouais, il va essayer de comprendre comment bâtir une vague. Il va mettre des échafaudages pour faire une vague et essayer de comprendre la courbe. Alors que le sage, il va comprendre juste le souffle. Et il va se rendre compte qu'il suffit de souffler pour avoir toutes les conséquences. Alors que le singe va essayer de rebâtir toutes les conséquences en imaginant qu'il va retrouver le souffle. Vous savez, la création, c'est comme souffler dans une flûte. Le souffle va être différent sur l'endroit où je mets les doigts. Mais le souffle, c'est toujours le même. Est-ce que tu as eu des notions... Est-ce que tu as entendu parler de la bioélectronique de Vincent? Non. Tu savais le nombre de choses que j'ignore? Ça m'y a fait penser assez vaguement. On va finir sur une phrase, quelques mots que tu voudrais adresser à ceux qui appréhendent cette nouvelle année 2026 par rapport à toutes les épreuves qu'on va devoir affronter d'un point de vue intérieur, d'un point de vue alchimique. Les épreuves, c'est vous qui voyez aussi les épreuves. Vous savez, je vous donne une très mauvaise nouvelle. Vous sortez, tout est horrible. Hein. Les gens sont antipathiques, la vie est moche. Je vous donne une excellente nouvelle. Vous sautez partout, vous embrassez tout le monde. L'univers n'a pas changé d'un iota. C'est juste vos lunettes qui ont changé. La manière de voir le monde. Donc, changez déjà votre manière de voir le monde et vous verrez qu'il n'est pas si moche que ça. Il est juste extraordinaire, ce monde. Il est merveilleux, il est incroyable. Même vous êtes incroyable. 40 milliards de cellules, mais vous êtes le Dieu de votre corps. Tous les matins, vous devriez vous regarder dans la glace en vous disant « Toi, je t'adore. Il est hors de question que je te quitte. » Et vous embrasser en passant. C'est pas de la vanité, c'est pas de l'égoïsme, mais ça commence par s'aimer soi-même. Et avoir peur de tout ne résout rien du tout. Hein. On a toujours des raisons d'avoir peur de quelque chose. Vous savez, Woody Allen disait « La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. On va mourir. » C'est sûr. Ça, c'est une des rares choses dont on est sûr. Pourquoi, comment? Bon, pas rien. Mais en dehors de ça, ce monde, c'est vous qui décidez. J'oublie pas qu'il y a des gens qui ont eu des récits, qui ont vécu des expériences heureuses dans des camps de concentration, dans les pires situations. Et nous, on a un bouton sur le nez, on se lamente. C'est horrible. C'est affreux. Vous vous rendez compte? Il y a des virus. Bah oui, il y en a toujours une. Finalement, nous, la vie, c'est quoi? On est un virus qui a réussi. Hein? On a bâti une colonie hein? En bouffant les autres. Et là, on a trouvé ça assez bien. Hein? Donc finalement, la compétition, mais les virus sont aussi dans la coopération. Par exemple, celui qui a mieux réussi, c'est le rhume. Hein? On en a tous et il tue personne. Il est malin, celui-là. Hein? Il profite des ressources et il ne tue pas son hôte. On peut dire que ceux qui tuent son hôte dans la génération des virus, c'est des singes, c'est des crétins. C'est-à-dire, ils arrivent et ils bouffent tout. Donc, ils coupent l'arbre au lieu de prendre des fruits. Mais ça ne veut pas dire que l'évolution de la vie s'arrangera de telle manière que maintenant, on va vivre en symbiose aussi, ce qu'on fait déjà avec des micro-éléments, qui ont trouvé le moyen de dire cette colonie elle est super sympa, ils ont plein de trucs. Et si on se faisait adopter, ça y est, le microbiote, sans toutes les bestioles qu'on a dans les intestins, on ne vivrait pas. Donc finalement, ils ont trouvé le moyen de se rendre indispensables. C'est pas pour ça qu'ils nous rendent malades. Et encore une fois, chez les virus aussi, ils vont évoluer. Et chez eux aussi, il y a des crétins. Et il y a sans doute des virus éveillés qui n'ont qu'un seul but, c'est de venir dans notre colonie pour apporter leur pierre à l'édifice et pour le bien de tout le monde. On ne peut pas catégoriser tout ça. Donc, ce que je dirais quand même aux gens qui ont peur, déjà, ça sert à rien. Vous avez peur, vous vous mettez au pied d'un arbre et vous comptez les feuilles.
Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Régler un problème, c'est pas penser au problème, c'est penser à autre chose. Regardez la beauté est partout autour de vous. C'est pas parce que vous la voyez pas qu'elle n'est pas. Entourez-vous de belles choses. Échangez. Apprenez. Parlez avec les autres. Vous savez, on est dans un monde de communication qui n'a jamais si peu communiqué. Nous avons des réseaux pour associer aujourd'hui. Et on parle à travers des écrans. Comment voulez-vous qu'on s'entende? D'ailleurs, dans un couple, quand ça va pas, on dit pas ça va pas, on dit on ne s'entend pas. Entendez-vous? Vous savez, quand on était petit, il y avait des jardins d'enfants. Pourquoi on ne ferait pas des jardins d'adultes? Vous savez, des endroits où on se réunit, mais juste pour être ensemble, juste pour partager. Ça se faisait, ça, les plus anciens. Vous savez, les kiosques à musique. Il y avait un kiosque à musique au milieu d'un jardin et tout le monde se réunissait pour écouter la fanfare du village, par exemple. C'était juste exceptionnel. Les gens étaient juste heureux. Pourquoi? Parce qu'on partageait quelque chose. Donc, partagez. Ne soyez pas dans la compétition, pas dans le jugement. J'ai pas dit privez-vous de ce que vous avez, allez bouffer des sauterelles et habillez-vous en blanc. J'ai pas dit ça. Et je dirais aussi, pour finir sur la phrase dont vous m'avez demandé, Oui. c'est le philosophe cherche la perfection du moment présent. Car la perfection est dans le moment présent, ici et maintenant. Donc faites ce que vous avez à faire maintenant et vous verrez demain. Ben oui, il se passera quelque chose, ben oui, mais vous avez tous peur qu'il y ait des choses mauvaises. Mais pourquoi il ne se passerait pas de bonnes choses? Vous savez, personne n'est à l'abri d'une bonne nouvelle, hein? Donc rien ne vous empêche d'être optimiste. Mais c'est tout ce qu'on vous souhaite. La révélation des Templiers est parue en 2025 chez Dervy. Voyage au cœur de la matière, paru en 2006, également encore chez Dervy. On est toujours sur la même maison d'édition. L'alchimie expliquée sur ses bases traditionnelles en 2007. La médecine des Templiers en 2008. Le fabuleux héritage des Templiers en 2010. Alchimie, le grand œuvre expliqué en 2013. Le mystère des Templiers, une réédition, j'imagine, en 2016. Et la trame, un soin vibratoire, le tout dernier ouvrage en 2019. Non, c'est pas le dernier. Je fais une série qui s'appelle La Bibliothèque perdue. Le thème, c'est, vous connaissez la bibliothèque d'Alexandrie. C'est une bibliothèque de l'Antiquité qui a possédé à un moment toute la connaissance de l'humanité dans une seule langue. Plus de 700 000 ouvrages. Et l'histoire officielle nous dit que César l'a trouvé, il a foutu une feu, il l'a détruit. Mon hypothèse n'est pas celle-là. Il l'a trouvé et il l'a déplacé et je sais où. Et le premier roman qui s'appelle Le rêve de César aux bibliothèques perdues, c'est où César a mis cette bibliothèque, comment il l'a fait et pourquoi. Ça, c'est le premier tome. Le deuxième tome que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est les Templiers et les écuries du roi Salomon. C'est comment les Templiers ont redécouvert cette bibliothèque. Qu'est-ce que ça leur a rapporté et qu'est-ce que ça leur a coûté. Le troisième tome sera le véritable secret des sociétés secrètes. Pourquoi il y a eu des sociétés secrètes? Pourquoi elles naissent tous au même endroit et au même moment? Et que voulaient les fondateurs? Et le quatrième et dernier tome sera la bibliothèque retrouvée. C'est où elle est aujourd'hui. Ça a l'air passionnant et je pense que ça fera l'objet d'une prochaine invitation avec moins de problèmes techniques, je l'espère, parce que alors, c'était très 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 fastidieux. Alors, il y a toujours des forces contraires qui viennent s'opposer à nous quand la thématique... Ça aurait pu être pire. Oui, ça aurait pu être pire, mais bien entendu. Et j'adore ça. Avec toi, on relativise et tu parlais, moi, tu m'as fait penser là avec ton dernier exemple par rapport à ceux qui vivaient certains bonheurs, même dans les camps de concentration. Moi, mon film préféré, c'est La vie est belle avec Roberto Benigni. Je ne peux que applaudir la démarche. Merci encore beaucoup, Patrick. On vous envoie sur le site latrame.com de l'association. Vous pouvez aussi retrouver des thérapeutes qui sont liés à la trame sur la plateforme Amdessine. Retrouver d'autres thérapeutes dans d'autres pratiques à proximité de chez vous. C'est la fin de l'année 2025. La saison continue. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année, de très bonnes fêtes de fin d'année et on se dit à très bientôt. Ciao, bye.